Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Juste après l'annonce de Alassane Ouattara de ne pas présenter sa candidature pour la présidentielle du 31 octobre 2020, le professeur Mathias Eric Ovonanguini avait alors attiré l'attention du public sur la capacité de roublardise du chef de l'État ivoirien. Le professeur de sciences politiques faisait savoir ce jour-là qu'avec Alassane Dramane Ouattara, il faut toujours être prudent. Le président Bondakani est également revenu sur cette actualité pour livrer son analyse. Suivons maintenant l'analyse du président Bondakani et celle du professeur Mathias Eric Ovonanguini. Suivons. À la Côte d'Ivoire, la situation du pays qui intéresse tant les Africains et les panafricanistes. Au cours de cette émission donc, la première partie sera consacrée à un entretien exclusif avec le ministre Charles Blé Goudé en direct de La Haye. Bien sûr, le ministre Blé Goudé qui va faire ce que nous appelons dans le jargon le grand déballage. Ce sera dans quelques instants. Et pour accompagner tout cela, plusieurs autres panélistes resteront avec nous pour débattre en profondeur et décrypter, pourquoi pas, la quintessence de ce que nous dira le ministre Blé Goudé. Eh bien, il s'agit entre autres de notre cher consultant permanent, analyste politique, docteur Bertrand Tachinda. Bonsoir Bertrand Tachinda. Bonsoir Bachir, bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent, milliers. Bonsoir au ministre Charles Blé Goudé. Déjà je profite pour lui souhaiter toutes mes condoléances. Il a perdu un frère, une sœur, je crois. Oui, son grand frère. Oui, son frère aîné. Oui. Dans ce combat, il n'a pas pu, je crois, assister aux obsèques. Oui. Nous lui souhaitons toutes nos condoléances. Je le souhaite aussi au nom, moi je vais dire, de mon parti politique. Nous sommes fiers de débattre avec lui, qu'il reçoive toutes les amitiés, toute la sympathie du Cameroun. Nous l'aimons au Cameroun. Voilà. Je profite aussi pour saluer votre invité de Yaoundé. Je ne sais pas s'il est déjà en place. Il sera là d'un moment à l'autre. En tout cas, nous avons confirmation qu'il est en chemin. Mathias le professeur Mathias Eric Ovonanguini. Donc, une sommité dans la gestion, dans l'analyse politique. Effectivement, c'est le seul. C'est pratiquement le seul qui avait prévu que le président Ouattara se présentera. Et il nous confirmera d'ailleurs. Et il nous dira beaucoup d'autres choses. Je termine, Bachir, pour dire que j'ai eu, malgré moi, par des éléments de force de sécurité et de défense, j'ai pu voir une vidéo d'une jeune fille, 22-23 ans, qui va être lâchement assassinée. La pauvre va être récupérée par 2 voyous, au prétexte qu'elle serait copine d'un élément de force de sécurité du Cameroun. On va lui faire toutes les supplices. On lui demandera de danser, elle va danser. On lui demandera de se déshabiller, elle va se déshabiller. On lui demandera de tout faire. Elle va se laisser violer sauvagement pour sauver sa vie. Elle ne sauvera pas sa vie. Ils vont l'égorger, ils vont l'assassiner froidement. Les forces de sécurité et de défense du Cameroun ont promis, juré la main sur le cœur, qu'ils vont rattraper ces 2 délinquants, ces voyous. C'est pas acceptable. Inacceptable, Bertrand. C'est pas acceptable. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Eh bien, Bachir, merci de m'avoir invité. Je vous laisse présenter en fait quelqu'un qui m'est très cher et avec qui je ne peux même pas qualifier les rapports que nous avons. Et bien sûr, il s'agit bien évidemment du président Bondakani que nous avons l'honneur d'avoir ce dimanche encore. Président Bondakani, bonsoir, bienvenue à cette seconde partie du débat panafricain. Merci Bachir, bonsoir. On vous a désigné le meilleur journaliste du monde. C'est pas nous qui l'avons fait, c'est pas nous les panélistes, ce sont les téléspectateurs. C'est assez difficile en tout cas à accepter. Oui, il faut savoir assumer les choses. Et nous respectons la voix des téléspectateurs, sans lesquels Afrique Média n'est rien. Il faut bien le dire. Je commencerai par retourner plus que les civilités à mon frère, ami, camarade, et l'une des personnes les plus chères de ma vie, Bertrand Tachinda. Je voulais lui retourner mes civilités. Merci. Je voudrais saluer sa famille, qui est scotché, et spécialement son épouse. Voilà. Donc je fais un clin d'œil comme ça à la famille de Bertrand Tachinda. Et évidemment, il sait tout le plaisir que j'ai à débattre avec lui. Et je voudrais saluer toute la communauté du débat panafricain, répandue dans le monde. C'est une grande communauté, Bachir. Tout à fait. C'est une communauté historique. Vous avez changé le paysage médiatique du monde. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, tout ce qu'on appelle médias alternatifs dans le monde, c'est-à-dire les médias
qui sont détruits dans les pays dits démocratiques parce qu'ils donnent une autre version du Covid-19 et une autre version de l'actualité, on les a complètement pourchassés et ils se sont réfugiés sur Internet. Ils s'appellent Médias Alternatifs. Et là-bas, on fait les émissions de 2 heures. On fait les émissions de 3 heures. Ce sont des grands journalistes. D'autres ont été formés dans les meilleures écoles journalistes du monde. D'autres, machin et consorts, ont des formations sur le tas. Comme c'est souvent l'habitude dans le monde médiatique. Vous avez été précurseur, mon cher Bachir, de ce format. Vous avez bouleversé l'ordonnancement médiatique du monde. C'est ça, Afrique Média. Alors quand les gens voient Afrique Média, il faut faire attention. Il ne faut pas seulement voir Afrique Média comme ça. Afrique Média, c'est quelque chose d'unique dans le monde. Et je me rappelle que vous étiez au commencement. Merci. Donc, je salue cette communauté du débat panafricain. Je salue les techniciens sans lesquels rien de possible ne peut être fait ici de bon. J'attends l'arrivée du professeur pour lui rendre hommage. Très bien. Le grand monsieur. Le grand homme, j'espère qu'il va arriver. Je profite aussi de l'occasion pour saluer M. le ministre, Charles Blé Goudet. Et j'ai beaucoup souffert des coups qu'il a reçus. Il a perdu beaucoup de ses frères. Dans ce combat. Nous n'avons pas pu nous témoigner notre solidarité. Monsieur le ministre, je voudrais vous présenter de façon solennelle ma compassion, ma solidarité à mon nom personnel et au nom du parti que j'ai la modestie de présider, le nouveau mouvement populaire. Nous sommes avec toi et nous t'aimons, monsieur le ministre. Alors, un tout petit mot, cette fois-ci, vous m'avez dit, Bachir, donnez-moi 1 seconde pour dire un mot sur l'actualité en rapport avec le Covid-19. On va prendre 1 minute justement pour le faire. À la faveur de la campagne que nous avons lancée contre le vaccin, la dénonciation mondiale que nous avons faite contre le caractère criminel, le caractère de crime contre l'humanité des vaccins qu'on veut nous imposer à la faveur du Covid, les ennemis de l'humanité, les ennemis de l'Afrique en général, c'est-à-dire les pays occidentaux ont changé de méthode. C'est-à-dire à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous allez demander un visa pour voyager, et là je cite l'ambassade d'Allemagne, au cas précis, nous avons les preuves à main. Lorsque vous demandez un visa, Bachir, vous voulez voyager, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont signé des accords avec les cliniques privées de nos pays. C'est les propriétaires des cliniques privées qui sont dans leur réseau international. Ils ont signé des accords avec ces privés-là. Quand vous voulez demander un visa, on vous dit, allez d'abord vous faire vacciner dans telle clinique. Vous y allez, Bertrand, on vous dit que vous vaccinez contre la fièvre jaune. Eh bien, c'est le vaccin de la puce. Donc, je suis là pour dénoncer ça. Et parce que je protège l'Afrique Média, cette chaîne, je ne vais pas citer le nom de la clinique, mais je vous ai dit que c'est à titre provisoire. Oui, vous l'avez dit. Voilà. Cette clinique-là qui est là-bas à Bolando, là, qu'ils sachent que nous, on a les preuves, on a les éléments, mon cher Bachir. Les jeunes qui se sont fait vacciner, nous avons des cas sous la main, mon cher Bachir. Et parmi eux, il y a même la fille d'une des personnes qui intervient sur le plateau d'Afrique Média. Mon cher Bachir, pour l'instant je ne le cite pas. Dès que ces enfants étaient vaccinés, ces enfants, leur santé a été complètement bouleversée, mon cher Bachir. Je suis arrivé ici un dimanche, j'ai commenté une vidéo que j'avais présentée ici, cette dame-là, Madame Aïcha Toutcham, c'est sénégalaise, oui, à qui on avait, à son insu, mis la puce, et qui a détruit sa vie complètement. Et les gens qui ont dit que non, vraiment, Bambalaka dit raconte des histoires. Cette dame-là a été retrouvée. Pas des gens qui croient ce que nous disons ici. Ces gens-là l'ont cherché, ils l'ont retrouvée, elle est enfant, on l'a retrouvée. On a parlé avec elle. Voilà que maintenant, ces gens, ils ont changé de stratégie, et maintenant, voilà comment ils procèdent pour imposer les vaccins. Donc nous lançons cette campagne. C'est une déclaration de guerre, mon cher Bachir. Généralement, les vaccinations, vous connaissez, se font dans des centres de l'État, dans notre pays. Ça se faisait à Bolando, quelque part là-bas, à Bolando. Mais maintenant, ils contournent les États même. Et ils signent des contrats avec des cliniques privées dans le pays, avec des centres privés dans le pays. Vous voulez voyager, vous voulez aller en France, vous voulez aller en Allemagne. Ça, c'est l'Allemagne qui fait ça. J'ai la preuve. C'est l'Allemagne. Vous voulez voyager, on vous dit non, allez, faire vacciner contre ceci et contre. Vous y arrivez, on vous dit non. C'est la fièvre jaune. Mais mon cher Bertrand, c'est ce vaccin-là. Nous sommes en guerre. Et nous ne perdrons pas cette guerre. Inch'Allah. Merci, Président Bandakani. Voilà donc une dénonciation et bien sûr des enquêtes vont se poursuivre dans ce sens-là. Oui, j'ai dit que j'étais le nom de la clinique. Et ça nous arrange en tout cas. Oui. Mais on les a à l'œil. Très bien. Messieurs, comme on l'a dit, nous sommes avec le ministre Charles Blé Goudet et c'est la partie consacrée à l'entretien. On va prendre une transition et on revient juste après. Vous êtes sur Universal News TV.
Nous sommes en duplex avec le ministre Charles Blé Goudé, bien sûr. Monsieur le ministre Charles Blé Goudé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci de nous accorder cet entretien exclusif, va-t-on dire. C'est moi qui plutôt ai l'honneur, voilà, d'être l'invité de cette chaîne que nous adorons tous, Afrique Média, ses panélistes, son directeur et tous les téléspectateurs de l'Afrique qui nous écoutent de là et du monde entier. En tout cas, c'est notre maison et c'est un plaisir que j'éprouve de me soumettre à vos questions. Et je vous remercie et je remercie les panélistes qui sont là et qui m'ont présenté leurs condoléances. C'est vrai que ce sont des périodes difficiles pour moi depuis 3 mois. J'ai perdu ma soeur, mon frère, mon grand frère et avant-hier encore, mon grand frère qui avait fait toutes les courses pour commenter celui qui est décédé en juillet dernier, 1 mois, jour pour jour après, a rendu l'âme hier. Mais bon, vous savez que les épreuves, c'est pour les champions. Voilà. Donc, c'est que vous ne pouvez pas changer, vous vous adaptez. Très bien. Voilà. Donc, je vous remercie. Même, beaucoup avaient demandé que je puisse reporter cette émission, mais entre mes responsabilités, voilà, des leaders, et mes ressentiments et mes difficultés familiales, moi, j'ai tout de suite établi donc une ligne. Donc, je fais la différence entre mes responsabilités et puis mes problèmes de famille. Je suis là parce que ma nation m'appelle. Je vous remercie. En tout cas, une fois de plus, nos condoléances, Charles Blé Goudé. Eh bien, on parle directement et la chance, nous constatons, ne vous sourit visiblement pas. Vous voici radié de la liste électorale dans votre pays, avec à vos côtés votre mentor, le président Laurent Gbagbo. Comment vous réagissez à cela? Oh, mais écoutez, M. Bachir, je suis un peu désolé, voilà, de constater tout cela. Attristé de constater tout cela, que citoyen que je suis, je constate malheureusement que mon nom n'est pas sur la liste, et cela de manière irrégulière, à mon sens. De cette liste en vertu de la loi et donc à la régulière, qu'en dites-vous? Oh, vous avez parlé de loi. Moi, je suis attaché aux lois. Quand je dis que je suis attaché aux lois, je parle du respect des lois. Voyez-vous, le directeur de la commission électorale, j'allais dire le président de la commission électorale, a dit tout net que j'ai été radié de la liste électorale de mon pays parce que j'aurais été condamné par contumace. C'est vrai, j'ai été condamné par contumace. Mais voyez-vous, le problème en Afrique, c'est que nous refusons de respecter les lois que nous nous sommes fixées librement. Et je m'en vais vous lire l'article 25 du Code de procédure pénale de la Côte d'Ivoire, mon pays. Et je lis. Est définitive toute condamnation résultant d'une décision autre que par contumace, ou si vous voulez, in absentia, comme le disent les lacs, et qui n'est pas ou n'est plus susceptible d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire de la part du ministère public ou du condamné lui-même, c'est-à-dire moi. Vous voyez? Donc ici, la loi de notre pays nous dit que est considérée comme définitive toute condamnation autre que la condamnation par contumace. Or, j'ai été condamné par contumace, c'est-à-dire in absentia, lorsque je n'étais pas là. Et la loi dit qu'une telle condamnation ne peut être considérée comme définitive. Lorsque la question est posée au même président de la CEI, il va dire, et je cite, que chaque année, le ministère public, c'est-à-dire l'administration juridique et judiciaire de mon pays, transmet à la commission électorale la liste des citoyens ivoiriens qui ont été condamnés définitivement et qui ont perdu leurs droits. Fin de citation, M. Bachir. Alors, est-ce que cela signifie tout simplement que le président de la CEI est en contradiction avec les lois de la République?
il est en flagrante contradiction avec les lois de la République. Ma radiation est celle du président Laurent Gbagbo. Donc, c'est une radiation non conforme à notre loi. Donc, illégale. C'est tout. Et il faut donc lui demander de remettre sur la liste, moi, mon nom et le nom du président Gbagbo. Donc, comme aujourd'hui, je parle à mon nom, je dirais mon nom. Voilà. Qui est clair. Alors parlons de toute autre chose à présent. Le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, a annoncé sa candidature pour un 3e mandat le 7 août dernier. Votre commentaire? Monsieur Bachir, comme tout le monde, j'ai écouté le président de la République le 7 août dernier, parce qu'il s'agissait de mon pays et de l'indépendance de mon pays. 60 ans. D'abord, laissons de côté la candidature elle-même. Venons-en au cadre dans lequel cette candidature a été annoncée. Venons-en au lieu et l'occasion à laquelle cette candidature a été annoncée. L'indépendance, 60 ans pour la Côte d'Ivoire. Là où l'ensemble des Ivoiriens attendent qu'on fasse un bilan du chemin parcouru, de là où nous sommes et du chemin qui reste à parcourir. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait de ces 60 ans, ou pendant ces 60 ans? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui était positif? Qu'est-ce qui n'était pas positif? Qu'est-ce qui reste à faire? C'est dans ce cadre-là que le chef de l'État ivoirien choisit pour répondre aux souhaits de ses partisans. Je n'ai pas trouvé cela élégant. Moi, j'estime qu'il ne faut pas qu'on confonde les tribunes de nos partis politiques et les tribunes d'État. C'est le droit des militants du RHDP ou du RDR de souhaiter que leur champion, leur mentor soit leur candidat. C'est un fait. J'en arrive tout à l'heure. Mais le champion des militants du RDR, à mon avis, pouvait choisir une tribune de son parti pour répondre aux souhaits de ses militants. Donc voilà ce qui concerne le cadre. C'était la même chose quand le chef de l'État ivoirien, mon président, devait annoncer que le CFA était désormais remplacé par l'ECO. Là encore, je n'avais pas compris. Le président de la Côte d'Ivoire n'est pas président de la CEDEAO, n'est pas directeur de la banque, la BCEAO non plus, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je m'étais interrogé en quelle qualité il faisait cette déclaration-là. On était à Abidjan. Je n'ai pas vu autour de lui les autres chefs d'État des autres pays qui utilisent aussi en commun avec la Côte d'Ivoire le franc CFA. Je l'ai vu la seule en compagnie du président français en train de faire une telle déclaration. Le cadre n'était pas bien choisi parce que je pense que ce n'était pas le moment. Ça a été exactement la même chose. On ne peut pas confondre l'ensemble des Ivoiriens pour parler de la candidature aux militants du RHDP. J'ai vu des militants du RHDP dans la rue en train de marcher pour souhaiter que leur champion, leur mentor soit candidat. Ok, je respecte leur position. Mais je pense qu'il aurait fallu un congrès ou une convention du RHDP pour répondre aux souhaits des militants du RHDP. Voici ma critique et mon observation en ce qui concerne le cadre et le moment. Ce que nous on attendait, c'est qu'on nous dise ce que notre pays a fait comme parcours pendant ces 60 ans et quelles ont été les faiblesses et ce qui nous reste à faire. Voilà ma première observation. Deuxièmement, le souhait n'est pas souvent en conformité avec ce qui doit être. Donc la candidature du président Ouattara appelle à mon avis plusieurs réflexions. Le respect de nos valeurs. La question est nette. Quelle société ivoirienne voulons-nous bâtir? À mon avis,
Je vais peut-être me tromper. Mais est ici posé la question d'une trilogie. Légitimité, légalité et éthique. C'est-à-dire en organisant des marches à travers les villes de la Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir voulait certainement oindre la candidature de leur mentor d'une légitimité. C'est un fait. Mais est-ce que ce qui est légitime est toujours légal? C'est-à-dire, est-ce que c'est en conformité avec la loi fondamentale de notre pays? Les interprétations ont été faites, ça et là. Non, le compte a été mis à zéro. Ces conseillers juridiques qui avaient, il y a des années, dit que vraiment il n'y a aucune possibilité pour le président de la République de se présenter à un troisième mandat, sont venus dire que non, le président de la République sait lire la loi plus que eux-mêmes, qui sont des juristes, soit. Maintenant, est-ce que cela est éthique, M. Bachir? Parce que pour moi, un homme, mais surtout un homme d'État, sa grandeur se trouve dans le respect de la trilogie qui existe entre la pensée, la parole et l'acte. À une tribune, face au Sénat, face aux députés, donc à l'ensemble des représentants de l'État et du peuple, le chef de l'État a parlé. Il a été félicité par ses compères, notamment le président français et bien d'autres présidents, pour revenir des mois plus tard pour nous dire qu'il est à nouveau candidat pour des raisons qu'il a suffisamment expliquées. Cela me pose un problème d'éthique. La parole présidentielle, pour moi, elle doit être respectée. Surtout quand le président de la République dit qu'il décide d'être candidat par peur que soit détruit tout ce qu'il a construit. C'est un syndrome de Dieu, ça. C'est un syndrome de Dieu, ça. C'est-à-dire qu'à part le président de la République, il n'y a personne d'autre en Côte d'Ivoire. Monsieur Bachir, si vous m'entendez. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant et bien sûr vous l'avez suivi, notre thème du jour parle de la Côte d'Ivoire avec ces Ivoiriens qui sont en colère contre ce troisième mandat voulu par le président Alassane Dramane Ouattara. C'est l'objet de notre débat et tout à l'heure nous avons présenté deux de nos invités, Bertrand Tchinda et le président Bandakani. À Yaoundé, nous sommes donc rejoints par le professeur Mathias Eric Owona Nguini, politologue, mais bien sûr il faut bien le rappeler, depuis quelques mois le professeur est aussi vice-recteur à l'université de Yaoundé. Professeur Mathias Eric Owona Nguini, bonsoir. Merci d'être avec nous dans le cadre de cette autre édition du débat panafricain. Bachir et bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Média. Vous avez suivi comme nous cet entretien avec le ministre Charles Blé Goudé qui parlait de la situation de son pays. Un commentaire là-dessus? On peut dire c'est que le ministre Charles Blé Goudé a précisé quelle était sa vision de la politique ivoirienne en tenant compte de ce qui s'était passé dans les années précédentes, notamment lors de l'élection présidentielle controversée de 2010 et la crise politique qu'elle a suscitée et qui s'est achevée par un coup d'État en avril 2011. Il a aussi indiqué quels étaient les problèmes institutionnels auxquels la Côte d'Ivoire faisait face aujourd'hui et quelle était la source politique de ces problèmes. Il a beaucoup évoqué le thème du dialogue en pensant que les problèmes de fond de la politique ivoirienne ne pouvaient être résolus qu'à travers le dialogue. Et c'est peut-être là aussi où se trouve le nœud de la crise. L'ensemble des forces politiques de Côte d'Ivoire n'ont pas nécessairement la même vision de la situation
particulièrement les forces qui sont rassemblées au sein du parti au pouvoir, le RDR-RHDP, qui considèrent qu'elles ont le contrôle des institutions et que cela est un atout dans la perspective de l'élection présidentielle pour envisager la reconduction du président Alassane Dramane Ouattara, qui avait annoncé sa non-candidature, mais en réalité, pour qui savait bien lire, en réalité, cela relevait de la ruse politique. Moi, de toutes les manières, je n'ai pas été surpris par la candidature du président Alassane Dramane Ouattara. Il y a un ensemble de facteurs et de contraintes qui faisaient qu'il ne pouvait pas ne pas être candidat, quitte à remettre fondamentalement en cause l'équilibre du système gouvernant ivoirien et les rapports de force dans le jeu politique ivoirien. Attendons donc maintenant de voir ce que cela va produire, mais il y a effectivement un certain nombre de signaux qui montrent que la situation peut être particulièrement critique. Professeur, vous parlez d'un certain nombre de facteurs, alors peut-on savoir lesquels? Les facteurs qui montrent que la situation sera critique, c'est d'abord le fait qu'il n'existe pas un niveau important de confiance entre les acteurs du jeu politique ivoirien, qu'il y a un dissensus très fort entre ces acteurs sur le cadre du jeu, notamment à propos de l'élection présidentielle à venir. Ainsi, on voit bien que les acteurs n'ont pas la même définition de la situation. Pour les acteurs du pouvoir, l'élection présidentielle est envisagée essentiellement comme un rite de reconduction. Pour leurs anciens alliés du PDCI, on veut que l'élection se passe dans un cadre où elle sera effectivement une élection compétitive. C'est la même chose qui existe chez les acteurs du FPI, sauf que le système gouvernant s'est arrangé pour introduire au sein du FPI la tension, notamment en provoquant un fractionnement de cette organisation politique. Par ailleurs, le fait que la CEI exclut de ces listes des acteurs importants dans ce jeu, tels que le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, l'ancien premier ministre Guillaume Gbafori Soro, montrent effectivement que le niveau de loyauté de ce jeu électoral n'est pas très important. Et cette exclusion est peut-être la remontée à la surface d'un inconscient, parce que on ne peut pas comprendre que le président Alassane Dramane Ouattara, dont il est dit officiellement qu'il s'est imposé lors du deuxième tour de l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2010, de 8 points, soit 54 à peu près ou 53 contre 46 à Laurent Gbagbo, ait peur d'un Laurent Gbagbo et d'un Charles Blé Goudé qui viennent de passer plusieurs années en prison. Si on les élimine ainsi du jeu, cela veut dire peut-être qu'en réalité, Alassane Dramane Ouattara et son appareil politique savent effectivement qui a gagné cette élection de 2010 et n'ont pas envie de prendre un risque en faisant que Laurent Gbagbo et son organisation, par exemple, soient véritablement en compétition lors de cette élection présidentielle. On sait aussi que le président Ouattara a exclu du jeu ou a poussé Guillaume Soro à s'exclure du jeu parce qu'en réalité, il était bien dans une logique de rester au pouvoir et les ambitions de Guillaume Soro devenaient de plus en plus gênantes pour lui et il s'en trouvait agacé. Voilà quelques signaux qui montrent que l'élection présidentielle pourrait être fort tendue si il n'y a pas un minimum de négociation autour des règles du jeu. Maintenant, chaque groupe joue sur les ressources qu'il détient et pour le groupe au pouvoir, il s'agit en réalité de maintenir le rapport de force existant. Et dans cette logique, le pouvoir est préparé à affronter même une perspective de crise insurrectionnelle. Maintenant, il faut savoir aussi que la politique ivoirienne est une politique assez délicate depuis la succession du président Houphouët-Boigny, qui est toujours la matrice qui
modèle un peu le jeu politique ivoirien jusqu'à l'heure actuelle. Ce sont les guerres de palais liées à la succession du président Houphouët qui continuent avec leurs ramifications, avec leur diversification, parce que ces guerres n'ont pas simplement impliqué les barons du système PDCI, mais ont finalement impliqué aussi les meneurs de l'opposition historique, tels que Laurent Gbagbo, qui finalement a pu devenir président. Ces guerres se sont donc complexifiées, et la complexité du jeu politique ivoirien, c'est que elle demeure, malgré la crise qu'il y a pu y avoir en 2011, structurée autour des leaders historiques que sont le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Dramane Ouattara. Et chacun d'eux a été effectivement président, ce qui rend le jeu particulièrement délicat. Et c'est pour ça qu'il est difficile que ce jeu-là se structure autour d'une forte base de confiance, parce que chaque groupe a envie de gagner l'élection, et à partir de là, on ne reste pas toujours sur le terrain de la loyauté. Et il faut aussi tenir compte d'un facteur qui entretient précisément le risque de crise, c'est qu'au final, quoi qu'on en dise, le groupe d'Alassane Ouattara s'est en fait imposé par la force et non par le simple jeu institutionnel, et que cela a pu laisser des traces, et qu'il y a peut-être des comptes à rendre si ce groupe-là et son chef n'étaient plus au pouvoir. Cela rend encore plus difficile que les choses se déroulent dans le sens du dialogue qu'invoquait à juste titre le ministre Charles Blé Goudé, mais je l'ai déjà dit, tous les acteurs de la politique ivoirienne ne sont pas réglés sur cette fréquence. L'analyse du professeur Mathias Eric Onangini. Merci professeur pour ce premier jet. Bertrand Tachinda, alors on se souvient qu'en mars 2020, le président Alassane Dramane Ouattara, devant le Parlement, bien sûr réuni, il y avait les députés et les sénateurs, et il avait promis ne pas se présenter à la magistrature suprême, et en précisant, je vais le citer, qu'il va laisser la place à une nouvelle génération, et fin de citation. Alors comment on explique cette volte-face? Parce que du côté d'Alassane Dramane Ouattara, on parle d'un cas de force majeure. C'est là le véritable problème. Permettez-moi de resaluer le professeur Mathias Eringo Ngini. Nous sommes très contents de l'accueillir dans cette grande famille. Nous espérons que souvent il viendra en quelque sorte nous rendre visite. Un grand politologue, nous sommes fiers de lui. Félicitations pour cette nomination de vice-recteur, professeur. Bachir, c'est voilà comment on se comporte quand on arrive de cette façon au pouvoir, la façon dont M. Ouattara est arrivé au pouvoir. Vous ne pouvez pas en être autrement. Quand on arrive de cette façon, pour accepter même arriver de cette façon au pouvoir, il faut avoir aucune valeur sur le respect de la loi. Le ministre Charles Blé Goudé le disait, c'est-à-dire qu'il faille laisser à la génération future des valeurs en termes de respect de la loi. Est-ce qu'on peut être quelqu'un qui respecte la loi de son pays et accepter d'arriver au pouvoir de la façon dont M. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir? C'est pas possible. Donc, quand on arrive au pouvoir de cette façon, excusez-moi, il n'y a pas de, comment je vais dire que la loi en fait n'existe pas. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que voilà le visage hideux de la communauté internationale. C'est la communauté internationale. Comment vous pouvez expliquer? Nous sommes dans une situation, le professeur Mathias l'explique. Chaque camp, d'ailleurs nous recevons les derniers dépaches que les villes se militarisent. Ah oui. Les villes ivoiriennes se militarisent. Les commandos sont envoyés. Nous avons aussi de la part de l'opposition, en fait, qui menace de bloquer les ponts sur Abidjan et en quelque sorte paralyser le pays. Alors, on va vous confirmer tout cela. C'est un message donc, que nous recevons. Des commandos dans des villes, quelques-uns aperçus déjà dans les rues de la ville d'Agboville. Voilà. Le vrai remède de 2010. Mais c'est M. Ouattara à grand pouvoir, grande responsabilité. C'est lui qui gère l'État. C'est lui qui peut calmer le jeu. Est-ce que c'est une question de vie ou de mort d'organiser l'élection du 31 octobre? Quand on voit les problèmes que posent les principaux acteurs, c'est pas possible. Parce que la liste électorale est totalement discréditée, décriée. On peut comprendre comment je vais dire que les fourberies politiques d'écarter des adversaires sérieux. Le président Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé. Mais nous avons fait une émission ici il y a 2 jours. Des Ivoiriens de l'étranger n'arrivent pas à s'inscrire, à
n'arrivent pas à se faire enrôler. Ils se sont fait enrôler. Certains sont partis dans des villes situées à 300 km des consulats de Côte d'Ivoire. Se sont enrôlés, ont tout fait. Pareil sur Abidjan. Comment vous allez à l'élection avec une histoire comme ça? Mais elle sera discréditée et décriée. Bachir. Oui. Après l'annonce du président Ouattara, je me suis amusé à voir un peu, comment je vais dire, que les positions de la communauté internationale. Parce qu'on va avoir un problème similaire en RDC. Où toute la communauté internationale va demander au président Kabila de respecter sa constitution. Pourtant, le président Kabila, chaque fois qu'il prenait la parole, il expliquait que c'est ma constitution à moi. Tout le monde a combattu cette constitution. Mais c'est ma constitution. Je vais respecter la constitution. Mais c'était incroyable. Les Américains vont même faire débarquer des troupes au Gabon. C'est-à-dire on en était à un état de guerre pour quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire que le monde se préparait à la guerre, alors que le président Kabila avait même pas un peu soit-il tenté de faire violer sa constitution. L'épiscopat catholique va s'y mêler. Où sont ces acteurs en Côte d'Ivoire? Le professeur Mathias parle d'acteurs politiques. Mais voilà des acteurs qui peuvent essayer de calmer le jeu, en appeler aux acteurs politiques véritablement de faire baisser la tension et de se rencontrer. C'est-à-dire que les imams, l'église catholique, il y a quand même un épiscopat catholique et les représentants de l'Union européenne. Premier fait d'armes, la France octroie 131 millions de francs CFA. Vous savez comment ils le disent? Pour renforcer le mécanisme de vote en Côte d'Ivoire. Comment dans une situation comme celle-là, où il y a viol flagrant de la Constitution, où on est pratiquement dans une situation d'affrontement, qu'est-ce que vous entendez par renforcer les mécanismes de vote en Côte d'Ivoire? Premier acteur. Deuxième acteur, l'Union européenne. Von Kirchmann, le président en fait de l'Union européenne. Une aide de 3 milliards pour aider aux élections. Il y aura des élections crédibles en Côte d'Ivoire. Tout est discrédité. De l'inscription, de l'enrôlement, de la violation de la loi. Le ministre Blé Koudé vous parle de l'article 25. Et condamnation définitive, toute condamnation autre qu'une condamnation par contumace. Et condamnation définitive. C'est-à-dire que quand vous avez une condamnation définitive, vous ne devez pas être inscrit sur une liste électorale. Mais lui, il a une condamnation par contumace. Et tout le monde sait où il se trouvait. Il n'a pas répondu aux convocations en fait du parquet d'Abidjan. Tout le monde sait où il se trouvait. Et il est rayé des listes électorales au prétexte qu'il a une condamnation par contumace. Violation flagrante de la loi. Voilà un processus électoral et une commission électorale indépendante pour laquelle l'Union européenne vote un budget de 3 milliards. Le troisième acteur le plus important, l'ONU et le PNUD, font un appui de 8 milliards pour les élections en Côte d'Ivoire. Soyons relativement sérieux. Qui a mené M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? L'ONU va jouer un rôle néfaste et inacceptable. Parce que l'ONU va troubler en quelque sorte le jeu politique et nous installer une forme, comment je vais dire que, d'accord que personne ne va comprendre, qui va mettre de côté la constitution ivoirienne. On va avoir ce débat. Qu'est-ce qui prime? L'ONU? Monsieur Choi, le représentant de l'ONU, c'est lui, véritablement, qui doit lire le résultat de l'élection ou c'est la Cour constitutionnelle. L'ONU va violer même son règlement. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, effectivement, la CEI va être foreclose. C'est-à-dire le délai qui était imparti à la CEI en Côte d'Ivoire pour véritablement donner le nom du vainqueur, eh bien, va être relativement violé et il était question véritablement de reporter en fait les procès verbaux au niveau du Conseil constitutionnel. Nous sommes là en 2010. Et l'ONU va violer cette histoire. Effectivement, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États, l'Union européenne, ces acteurs-là vont installer de la façon dont nous connaissons M. Alassane Ouattara au pouvoir. Donc vous voyez, Bachir, que dans une situation comme celle-ci, moi j'ai envie à la limite de faire un parallèle avec une question qui avait été posée dans une chanson, dans un titre d'une chanson ivoirienne.
existe-t-il une solution politique à un coup d'État manqué? Eh ben, oui, tout le monde connaît cette fameuse chanson parce qu'on est dans une situation. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une solution politique? Est-ce que la crise électorale de 2010 a été réglée? Et c'est en ça qu'on avait toujours interpellé le président Ouattara. Alors, et dire que, effectivement. Pour comprendre la situation actuelle, il faut partir de 2010. Ben, il faut partir de 2010 parce que rien n'est soldé. Le professeur Mathias Onanguini l'explique clairement que absolument rien n'est soldé. On a comme l'impression, en fait, que c'est un remake. C'est pratiquement, comment je vais dire, que un second round de règlement de compte. Parce que quand les partisans sortent, ben, cette fois-ci, on n'a plus deux camps, comme dit le ministre Blé Goudé. On a c'est-à-dire une querelle de camps. Et le président Ouattara se retrouve dans une situation où il ne peut pas continuer à aller aux élections dans cette situation-là. Parce que cette fois-ci, tous les camps sont prêts à en découdre. Et c'est là où on verra l'intervention de la CEDEAO. Je termine par là pour dire que mais il y a quand même une instance sous-régionale qu'on appelle la CEDEAO. Oui. Elle s'était beaucoup impliquée en 2010. D'ailleurs, elle va nous amuser en faisant de Blaise Compaoré le médiateur principal de la crise ivoirienne. On reviendra sur le rôle de Blaise Compaoré. Mais comment aujourd'hui la CEDEAO peut être muette sur une situation comme celle-ci? Comment la CEDEAO peut être muette? En tout cas, vous l'avez dit. Comment l'Union africaine peut être muette? C'est incroyable. Merci Bertrand Tachinda. Président Bandakani. Alors, le président Alassane Dramane Ouattara invoque une nouvelle interprétation de la Constitution après l'instauration de la Troisième République, approuvée, disent-ils, par le peuple lors du référendum du 30 octobre 2016. Alors, il parle de remettre les compteurs à zéro, président Bandakani. Est-ce que partant sur ce prisme, il ne serait pas dans la légalité? Permettez-moi d'abord de saluer le grand professeur, vice-recteur de l'université de Yaoundé, le professeur Mathias Eric Onanguini, pour qui j'ai un profond respect, qui fait honneur à la tradition intellectuelle telle que nous l'avons connue dans le monde. Capable de mourir pour ses idées, pour la vérité. Et nous savons tout ce qu'il a subi à cause de la vérité. Et s'il y a une promotion que je salue dans ce pays, c'est la promotion de ce grand homme. Et comme Bertrand l'a dit, nous souhaiterons que de temps en temps, quand son emploi de temps le lui permet, qu'il vienne nous nourrir de sa grande connaissance et de son charisme intellectuel et spirituel, cette probité que nous avons connue. Jean, je tenais vraiment à lui signifier toute ma joie de le retrouver sur ce plateau. Mon cher Bachir, vous voulez m'entraîner dans le légalisme, qui n'est pas la légalité. Il y a une différence entre le légalisme et la légalité. Vous voulez m'entraîner dans le légalisme constitutionnel. Je ne m'y engagerai pas. Parce que ce serait manquer de respect à ce qu'on appelle la véritable tradition de la légalité. Ce serait manquer de respect à ce qu'on appelle la véritable tradition de la constitutionnalité. Ce serait manquer enfin de respect à tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire. Ce serait froisser la chaîne de continuité historique africaine qui, si on prend simplement les temps qui ont précédé l'avènement de la Grèce et de la Rome antique dans l'histoire, donc qui remonte à des millénaires où l'Afrique résiste, refuse de mourir là où sa disparition a été proclamée dans l'histoire. Pour tous ces gens, pour tous ces héros, pour toute cette chaîne de continuité historique, faite de résistance, depuis les deux esclavages arabes et européennes, en passant par le colonialisme, le néocolonialisme et maintenant la volonté d'extermination globale, par les voyous qu'on appelle l'Illuminati, je n'entre pas dans cette affaire. Pourquoi? Est-ce que monsieur le président Ouattara sait ce qu'on appelle une constitution? Vous êtes sérieux? Est-ce que le président Ouattara sait ce qu'on appelle une constitution? Il n'y a pas une constitution en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Mais il est le président de la République de Côte d'Ivoire. On ne dira pas qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une constitution, M. Bandakani. Je l'appelle président, non? Oui. Mais lorsque vous êtes... Si un mur est devant vous, vous appelez le mur est devant moi. Point. Ça ne veut pas dire que vous aimez le mur. Ça ne veut pas dire que c'est le mur là qui vous plaît. Ça ne veut pas dire que si vous aviez à construire un mur, vous aurez choisi de construire le mur tel qu'il est devant vous. Alors, il connaît bien la Constitution non. Au point de vouloir en faire une nouvelle, et il l'a fait en 2016. Je vais vous le démontrer. Oui, je vous écoute. Lorsque le président Ouattara arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas une constitution, M. Bachir?
il y a une constitution Oui. reconnue par ce que vous appelez, cette saleté que vous appelez communauté internationale. Il y a une constitution en Côte d'Ivoire. C'est au nom de cette constitution que le président Gbagbo a signé tous les contrats à M. Bolloré, à tous les partenaires qui travaillent en Côte d'Ivoire. C'est avec cette constitution que le président Gbagbo a donné, a accueilli le voyou qu'on appelle M. Tchoj. C'est avec cette constitution, j'espère que le président Gbagbo parlait avec le monsieur qui, à l'époque, officiait comme secrétaire général de l'ONU. Il s'appelle ce Coréen-là, Ban Ki-moon. Vous comprenez? Donc il y avait une constitution en Côte d'Ivoire qui était reconnue comme une constitution par tous ceux que vous appelez partenaires de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez donc m'expliquer comment ça s'est passé pour que ces mêmes partenaires, comme vous appelez, décident de piétiner cette constitution en bombardant un parlement présidentiel, en permettant à un président que vous appelez Sarkozy de faire ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, de venir entrer dans un palais, d'humilier l'épouse du président Gbagbo, d'humilier le président, et après l'avoir arrêté, et quand les images les ont échappées, ils les ont données à M. Soro et sa bande. Après avoir massacré les Ivoiriens. Vous pouvez me dire, au nom de quoi M. Chirac a fait ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? Il a détruit les Sukhoi et il a tiré sur les Ivoiriens dans leur pays parce qu'il voulait protéger leur président. Vous croyez qu'on a oublié tout ça? C'est Bachir. Ouais. Il y avait une constitution en Côte d'Ivoire. Mais là, c'est moins grave. Ce qui est grave, c'est que quand ce président s'étant rendu compte que bon, le crime était trop grave et que ses partenaires lui ont dit attention monsieur, attention. La constitution a un sens. Ça ne peut pas se passer comme ça. On t'a placé là. Mais il faut une cérémonie, il faut un rituel là. Il faut un rituel cérémoniel. Hein, constitutionnaliste. Pour essayer quand même d'habiller ton pouvoir. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé chercher l'ancien président du Conseil constitutionnel, Gbagbo, le grand Paul Yaoundé, qu'on avait déjà humilié lui-même. On l'a amené et M. Ouattara n'a pas eu honte à s'asseoir. Le monde entier a vu à se faire adouber dans une cérémonie comment on appelle ça encore, de prestation de serment avec le président de la Cour constitutionnelle de M. Gbagbo. Je m'excuse de te taper la table. Et justement. C'est arrivé comme ça. Allez. Donc je m'excuse devant les téléspectateurs. Allez, c'est passé. Donc, alors, vous voyez donc qu'il a fait ça. C'est pas ce que ça veut dire. C'est... M. Ouattara vous a dit ce jour qu'une constitution, il en fait ce qu'il en veut. Il mange ça. Il en fait que la constitution, c'est lui. C'est ce qu'il a voulu dire. Tout le monde a compris. Donc, vraiment, Bachir, n'y entraînez pas. On va se distraire. Moi, je voudrais dire à la suite de ceux qui m'ont précédé. D'abord, je voudrais saluer M. le ministre. Nous avons vu un homme politique qui a mûri. Vous ne sortez pas indemne de 10 ans de prison de cette dimension. Et quand vous avez vaincu une telle adversité, quand vous avez vaincu, quand vous avez brisé la main de Satan, comme ça a été à la CPI, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus le même homme. C'est un grand homme, il a mûri. Et je comprends le discours du ministre Blé Goudé. Et d'ailleurs, cet attachement, n'est-ce pas, au respect des règles désormais, cette volonté à tout prix de dialoguer, cette anticipation en tendant la main constamment au président Ouattara et à son camp qui le fait. Parce que le ministre Blé Goudé l'a fait, et parce que le président Gbagbo l'a fait, lui qui est un ancien chef d'État, M. Bachir, oui. La loi lui donne droit à un certain nombre d'avantages. Que même la condamnation par contumace n'annule pas. C'est pour que parler de constitution en Côte d'Ivoire. Oui. Bon, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a les constitutionnalistes de haut niveau. Oui. Est-ce que la condamnation du président Gbagbo par contumace annule ses droits en tant qu'ancien chef d'État? Mais qu'il me réponde. Peut-être le professeur Eric et justement, on posera la question au professeur Olanguini. Tout à fait. Donc, c'est quoi ça? Il demande son passeport, on le refuse. Il se rend à l'ambassade. Pour vous dire que tout ce qu'on reproche au ministre Charles Blé Goudé, c'est du n'importe quoi, c'est nul. Le président Gbagbo, je l'avais démontré, s'est rendu lui-même à l'ambassade. Lorsqu'un condamné par contumace se rend dans une ambassade et qu'il est sur une condamnation, qu'il y a des crimes aggravés, c'est-à-dire comme braquage, c'est-à-dire braquage. Tu es un bandit. C'est pas un crime politique, c'est que tu es un bandit. Braquage de la Banque centrale. Ça veut dire que tu es un bandit, oui. Mon cher Bachir. Quand tu as ce genre de condamnation par contumace, quand tu viens dans ton pays, parce que l'ambassade c'est ton pays, on t'attrape. C'est-à-dire que quand tu entres, on ferme la barrière. On t'attache, on met dans un endroit, et on te met dans le premier avion, on va te mettre en prison. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le conseil ministériel s'est réuni. Et il a dit qu'il a droit à un passeport. Bachir, vous avez déjà vu ça, vous parlez de quoi?
Vous avez vu ça, vous parlez de quoi? Donc tout ce qu'on raconte, ce sont des histoires. Ce sont des histoires, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que nous disons au ministre Charles Blé Goudé et au président Gbagbo, au petit niveau, nous trouvons que on a compris, le monde a compris. Le travail de pédagogie que le ministre Charles Blé Goudé essaie de faire, on a déjà compris, tout le monde entier sait. Si la situation en Côte d'Ivoire se dégénérait, venait à se dégénérer, ça a un seul responsable, M. Ouattara, et la bande de criminels que l'on place au pouvoir. Tout à l'heure, je vais développer ça. Donc, mon cher Bachir, c'est clair et c'est net. Donc, ne perdons pas le temps sur des choses qui n'ont pas de sens. Donc, le ministre Charles Blé Goudé a tout expliqué. Mais moi, j'ai une autre lecture de la situation ivoirienne qui vise simplement à enrichir ce qui a été dit par M. le ministre et par ceux qui m'ont précédé. M. Bachir, il n'y a pas deux camps en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas deux camps en 2010. Il n'y avait pas deux camps en 2010. Le ministre a le droit de parler comme il parle là. Oui. Je le comprends. Il a des problèmes à régler. Nous comprenons. Il veut rassembler son pays. Et ça a son honneur. Il veut rassembler son pays. Il veut à tout prix que la violence cesse dans son pays. Mais nous, on doit dire la vérité historique. Il n'y a pas deux camps en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux camps en 2010, mon cher Bachir. Il y avait le camp de M. Gbagbo. Parce que quand on dit qu'il y avait le camp du président Gbagbo et le camp de M. Ouattara, à l'époque il n'était pas encore président, on africanise la crise ivoirienne. Oui. On la démocratise dans la pure tradition du voyoutisme démocratiste néocolonial qui détruit ce continent depuis 30 ans, mon cher Bachir. Tout le monde sait que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres acteurs? Non, d'autres acteurs, vous êtes polis, vous êtes dans votre rôle. Il y avait le président Gbagbo, et il y avait le camp des tueurs, des criminels. Il y avait la criminocratie internationale qui était représentée par deux hommes, M. Ouattara et le président Charles Konan Bédié. Je respecte son âge, mais il faut dire la vérité. Je ne cite pas les Guillaume Soro. Henri voulait vous dire. Oui. Henri Konan Bédié voulait vous dire. Oui. Notre patriarche. Oui. Vous regardez son âge. Oui. Mais il est patriarche, on doit lui dire la vérité. Ces deux camps-là, ils étaient les représentants de la communauté internationale, de l'ONU, de la France, de l'Angleterre, de l'Union européenne, mon cher Bachir, de l'OUA, de la CEDEAO. Voilà les gens qui étaient autour et qui étaient en face du président Gbagbo. Donc, réduire la typologie des camps qui s'affrontaient en Côte d'Ivoire à la personne du président Gbagbo et M. Ouattara, non, c'est dénaturé cette affaire. L'homme qui était tué était seul dans son camp, c'est le président Gbagbo. Il avait dans son camp, lui, le ministre Charles Blé Goudé et le peuple ivoirien. Le reste est là. Le président Konan Bédié, M. Ouattara et le reste, nous le savons, était à la tête d'une rébellion parrainée par la France, c'est-à-dire parrainée par l'ONU. Monsieur Bachir, l'ONU a parrainé une rébellion. Vous voulez effacer ça? Alors, est-ce que le temps de reprendre la parole, est-ce que les mêmes acteurs, je vais dire au-delà des acteurs ivoiriens qui sont cités et qui ont été d'ailleurs cités par le ministre Charles Blé Goudé, est-ce qu'en dehors d'eux, les mêmes acteurs sont de retour en Côte d'Ivoire? C'est empire. Mais vous avez mis les vrais débats sur la table, mon cher Bachir. Nous ne sommes pas des idiots. Oui. Nous ne sommes pas des idiots. À force de ouattariser, monsieur le président, excusez-moi, c'est une formule, de ouattariser cette crise-là, mais là encore, on va jouer le jeu de la communauté internationale, criminelle, c'est elle, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le procès que nous avons à faire, c'est le procès de la communauté internationale, mon cher Bachir. L'enjeu de ce troisième mandat du président Ouattara, c'est que, est-ce que le monde peut tolérer encore d'être dominé par la communauté internationale africaine? C'est-à-dire que nous admettons encore aujourd'hui, au XXIe siècle, que nous serons dirigés par l'ONU, par la Banque mondiale, le FMI, par la communauté européenne, l'Union européenne, par la France, ce conglomérat de criminels, mon cher Bachir. Voilà le vrai enjeu de ce troisième mandat. Et moi, je veux vous dire, vous savez, c'est pas mon analyse. Moi, je ne crois pas qu'il y aurait une violence généralisée en Côte d'Ivoire. Je peux me tromper. C'est une simple analyse. Moi, je vais vous dire pourquoi. En 2010, les qui ont fait la violence en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les Ivoiriens. Vous racontez les histoires. La CPI a réglé ça. La CPI a avalé sa langue, le monde entier a vu. Ce que vous appelez procureur là, tout le monde a vu que le débat est clos. Alors, c'est l'ONU qui amène la rébellion en Côte d'Ivoire. Ouais. L'ONU.
Ce sont tous ces gens qu'on a ramassés de partout pour en faire une rébellion. Voilà les gens qui mettaient la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Mon cher Bachir. C'est la France qui, à l'époque, à l'ONU, parlait au nom de la Côte d'Ivoire. Mais mon Dieu, vous avez vu ça où? La France parlait au nom de la Côte d'Ivoire, alors qu'il y avait un président qu'on appelait le président Gbagbo. Il y avait un ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'ONU. On l'a mis de côté. La France parlait en Côte d'Ivoire. Mais il y a des choses qu'on peut accepter dans ce monde, mon cher Bachir. On est les hommes, nous ne sommes pas des êtres humains. De quoi est-ce qu'on parle? Voilà les gens qui ont fait en Côte d'Ivoire. Pourquoi la violence soit portée en Côte d'Ivoire? Il fallait une base arrière. Et vous connaissez ce monsieur sans nationalité-là, qu'on appelle le président, monsieur Compaoré. Oui. Mais monsieur Bachir, je ne suis pas en train de mentir. Oui, est-ce que monsieur Compaoré a une nationalité? Vous en connaissez une? En tout cas, il a été président du Burkina Faso. Bon, dès qu'il a fini le président, qu'est-ce qu'il a fait? Vous poursuivez, moi je pose des questions. Allez-y, en 30 secondes, on va retourner la parole au professeur Ona. Et moi je réponds à votre question. Oui. Il n'est plus burkinabé lui-même. Il est ivoirien. Maintenant, depuis que ça paraît incertain en Côte d'Ivoire, il négocie une troisième nationalité au Togo. Nous on a appris ça. Monsieur Compaoré. Donc, celui qui était la base arrière. Donc aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, les mêmes camps sont en présence. Ce sont les mêmes camps. Moi je ne me fie pas au jeu du patriarche qu'on a dit qu'on a besoin. Je respecte beaucoup cela, mais je n'ai aucune confiance en ce patriarche. Je ne parle pas de M. Guillaume Soro. Pourquoi je ne pense pas qu'il y aura la violence? Parce que les Ivoiriens qui vont marcher contre le président Ouattara ne sont pas en train de faire la violence. On risque de les massacrer, mon cher Bachir. C'est que nous ne souhaitons pas. Et nous prions Dieu que cela n'arrive pas. Aujourd'hui, ils n'ont pas de base arrière. M. Gbagbo n'a jamais été un homme violent de sa vie. M. Gbagbo ne vous a pas dit qu'il va prendre... Il va créer une rébellion pour prendre le pouvoir. Il demande un passeport, cet homme. Il demande un passeport. Et M. Blé Goudé a dit, dès que le président a le passeport, je me mets derrière lui, je pars. Donc voilà leurs armes. Donc, qui viendra faire la violence en Côte d'Ivoire? Le Burkina Faso ne va pas aller à faire la guerre au président Ouattara. Quel président dans la sous-région va se lever et dire que je soutiens ouvertement le Front populaire ivoirien, je soutiens ouvertement les patriotes ivoiriens pour qu'ils prennent le pouvoir? Il n'y en a pas. Les contextes sont très différents. Vous comprenez, mon cher Bachir? Je ne suis pas défaitiste. Et en plus de ça, M. Guillaume Soro, où? Chef de la rébellion, il est où? Chez son patron, à Paris, là où il espère négocier le pouvoir. Comme les gens fantasment sur le fait que non, il a ces gens dans l'armée ivoirienne qui peuvent s'élever. Si Paris ne dit pas à Guillaume Soro faire la violence, il va tenter. Il loge où? Je termine en disant ceci, je chute. Je ne suis pas défaitiste, loin de là. Mais je voudrais m'excuser. Je vais sortir un peu de la politique classique. Moi, je crois à un moment donné que quand les hommes sont dépassés, Dieu agit. Dieu agit dans l'histoire. Et cette candidature que le président Ouattara vient de faire, moi, j'y vois aussi une main divine. Parce que, vous voyez, le président Ouattara nous a fait un cadeau extraordinaire en disant qu'il est candidat. C'est un cadeau extraordinaire. Parce qu'imaginez-vous qu'il n'ait pas été candidat. Tous ces gens-là, ça doit sortir pour dire qu'il est entré dans l'histoire. On devait dolérer un tapis rouge à celui qui voulait placer, c'est-à-dire sa photocopie, pour continuer dans l'affaire. Moi aujourd'hui, mon cher Bachir, comme M. Ouattara ne gagne pas, c'est terminé. Sa crédibilité c'est terminé. Et nous savons ce qu'on prépare, Bachir. Moi je vous dis, je l'anticipe, ce qu'on prépare. On va le forcer là pour un troisième mandat. Ils vont passer en force. L'ONU, tout ça, on lui a donné le mandat. Tous ces gars-là, lui ont dit, présente-toi. L'Union européenne a dit que présente-toi. Il passera en force. Après, on va dire ceci. Puisque ce genre de scénario que nous on vit en Côte d'Ivoire actuellement là, c'est ce qu'adore la communauté internationale. Vous avez vu? On dit que non. C'est les acteurs soit ivoiriens qui voient l'Union européenne, qui voient la France, qui voient l'ONU, qui voient le FMI. Ils aiment ça. Et du coup, tous les acteurs qui comptent sont dans leur poche. Ils tiennent Gbagbo et Blé Goudé. Ils disent que bon, ok, vous êtes déjà libre. Mais bon, vous allez rentrer en Côte d'Ivoire, mais que Ouattara passe d'abord. Il passe d'abord. Vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. Et dès qu'il passe, M. Ouattara, ne soyez pas surpris, dès qu'il va passer, vous dites que non, maintenant je vais rassembler. Je vais rassembler, venez. M. Gbagbo, prends ton passeport. Guillaume Soro, toi, revenez. Tous ces gens-là, revenez. Et quand ils vont revenir, Bachir, regardez la configuration. Même si après M. Ouattara n'est plus là, vous aurez Guillaume Soro. Vous aurez tous ces gens-là. Et vous aurez encore le camp du Front populaire ivoirien seul. Contre les qui? M. Soro. Et tous ces Parisiens déguisés. L'histoire va recommencer. C'est cette malédiction qu'il faut casser.
Eh bien, on va casser ça. Et on essaye d'ailleurs. Merci, Président Bandakani. Professeur Mathias Eriko Nangini. Alors, avec vous, je voudrais quand même qu'on évoque un peu la question de la légalité ou de l'illégalité de ce troisième mandat voulu par le président Alassane Dramane Ouattara. En tout cas, pour le chef de l'État ivoirien, il invoque, comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle interprétation de la Constitution après l'instauration de la Troisième République. Alors, il parle de remettre les compteurs à zéro, ou plutôt des compteurs remis à zéro et d'un cas de force majeure. Alors, pour le politologue que vous êtes, qu'est-ce qu'il nous enseigne là-dessus? Est-ce que le passage à une Troisième République remet le compteur à zéro, justement? Pas automatique. En fait, on aurait dû prévoir, s'il fallait remettre le compteur à zéro, comme cela est dit, introduire une disposition spécifique permettant que le président en fonction, qui avait déjà exercé un mandat, puisse donc revenir à une situation qu'on pourrait considérer comme une situation zéro. Mais comme une telle disposition n'a pas été formellement inscrite dans le dispositif constitutionnel, cela veut dire qu'en principe elle ne joue pas. Et à partir de ce moment, l'interprétation, c'est qu'en principe, le président en fonction ne devrait pas bénéficier d'un nouveau mandat. Bien entendu, comme il s'agit d'une lutte politique, le camp gouvernant va privilégier plutôt une interprétation contre l'EGM en essayant de la faire consacrer par les institutions compétentes, c'est-à-dire faire que si cela est porté au niveau du contentieux constitutionnel, l'interprétation soit que le président en place, le président en fonction Alassane Dramane Ouattara, soit candidat. Mais on a vu d'ailleurs comment sa décision de se présenter finalement pour ce troisième mandat a mis en difficulté un certain nombre de personnalités, dont des spécialistes de droit constitutionnel, comme le professeur Ouraga Obou, qui avait parié que le président Ouattara ne serait pas candidat, en fait parce qu'il pensait aussi probablement que la Constitution ne lui permettait pas d'être candidat. Et si cela fait partie de ce que tout à l'heure M. Bandakani a appelé le légalisme c'est un jeu aussi qui se déroule en interaction avec la légalité. Ça veut dire que en fonction du rapport de force, une dynamique de crise peut commencer en Côte d'Ivoire simplement sur la question de savoir si le président Alassane Dramane Ouattara a le droit ou pas d'être candidat à cette élection présidentielle. Ça signifie que si les forces qui sont opposées à la perspective de sa candidature sont suffisamment puissantes, cela peut faire déclencher en Côte d'Ivoire une dynamique de crise qui peut entraîner déjà le pays dans une certaine forme d'instabilité, même avant l'élection. Alors, quand vous l'expliquez comme ça, on le comprend bien, mais dans ce cas, faut-il y voir donc, comment dirais-je, un cas de force majeure, ou plutôt un combat de trop pour le président Ouattara, vu qu'il est, normalement, il arrive à la fin de son mandat, justement en octobre. Est-ce qu'un combat de trop? La force majeure ici ne joue pas, ça serait un argument sans valeur, un argument purement spécieux. Ce qui joue ici, c'est une interprétation contre l'EGM, c'est-à-dire une interprétation de la Constitution qui ne correspond pas à la manière dont la disposition, la règle qu'on interprète est effectivement écrite. En droit, cela peut souvent arriver, il y a des interprétations contre l'EGM, il y a des interprétations pro-l'EGM, c'est-à-dire qui vont dans le sens de ce qu'effectivement la règle qui est en question dit. Il y a des interprétations qui sont en fait construites par les instances juridictionnelles qui sont chargées de se prononcer sur un problème. C'est ça qu'on appelle les interprétations préter l'EGM. Donc, en fonction des intérêts politiques des partis en présence, chacune fera valoir l'interprétation qui lui semble avantageuse. Mais je pense que à partir de ce moment donné, ce qui va jouer, ce sont les rapports de force. Et malheureusement, ces rapports de force peuvent déjà prendre un tour tendu, un tour critique, en fonction des calculs que feront alors les états-majors
des groupes politiques opposés au parti du président Alassane Dramane Ouattara. Ils peuvent choisir d'investir dans la contestation de la légalité de sa candidature, non seulement sur le terrain du contentieux constitutionnel, mais même sur le terrain du rapport de force manifestant, à la limite même d'un rapport de force insurrectionnel. Alors, professeur, il y a tout de même qu'au demeurant, ce sont les Ivoiriens qui vont aller aux urnes. Comment est-ce que le camp présidentiel compte les faire accepter le fait que le président ait visiblement renié sa parole? Qu'on dise, une chose est de se présenter pour un troisième mandat, même si cela est contesté, en restant tranquille jusqu'au bout, sans indiquer quelle est sa volonté, et puis finalement on dit je suis candidat. Une autre chose est de dire qu'on ne sera pas candidat, de l'annoncer de manière solennelle dans une occasion politique particulière, c'est-à-dire un grand rassemblement de sa formation politique, de faire toute une communication sur cette décision de non-présentation, puis de revenir sur sa parole. Et c'est peut-être, si on peut appeler ça comme ça, sans être trop normatif, l'erreur que le président Ouattara a pu faire. Cette déclaration qui laissait entendre qu'il n'était pas candidat, c'est peut-être là où il a construit la difficulté à laquelle il pourrait faire face tout au long de ce processus. Même dans le cas d'une éventuelle victoire, cela ne garantit pas que le jeu politique ivoirien restera normalisé. Cette déclaration-là va peser contre lui, et pour l'histoire, elle pèse déjà contre lui parce qu'il sera considéré comme un dirigeant qui est revenu sur la parole donnée de manière solennelle, parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Alors, Bertrand Tachinda, alors, on a écouté ce volet de l'analyse, mais justement, le fait d'avoir renié sa parole, le professeur nous dit que cela va peser sur lui. Peut-être c'est en cela qu'on retiendra son passage à la magistrature suprême. Mais les Ivoiriens, en ce moment, sont déjà dans la rue. On les a vus au Trocadéro à Paris, mais beaucoup plus en Côte d'Ivoire, à Abidjan et dans l'arrière-pays. Comment est-ce que ce scénario pourrait s'achever? Cela peut s'achever véritablement dans le pire des cas, par une guerre civile. C'est-à-dire, ça peut s'achever par une guerre civile. C'est-à-dire, une insurrection peut être lancée à Abidjan là sur un décès et sur une bagarre ce soir. Ce qu'on ne souhaite pas. Eh ben, il faut aussi dire que le président Ouattara était tenu en fait par ce que certains appellent les forces endogènes et exogènes. Vous avez un certain nombre de militaires, appelons-les comme ça les militaires, qui ont amené M. Ouattara au pouvoir. Et ces militaires-là savent effectivement que bon gré mal gré, le temps ça prendra le temps que cela prendra, ils vont se retrouver devant les tribunaux. Parce qu'il y a eu un certain nombre de massacres inacceptables en Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas passer ces massacres à perte à profit. Mais il se dit en Côte d'Ivoire que pour eux, la seule personne, comme le ministre Blé Goudé l'a dit, c'est-à-dire qu'il est le fagot attaché au président Gbagbo, eux ils disent à M. Ouattara, nous sommes le fagot attaché à ta personne. C'est-à-dire que nous avons fait tout ce que nous avons fait. Ils le disent clairement, en fait, pour que tu arrives au pouvoir. Moi, j'ai une vidéo, le président Soro dit, on m'appelle rebelle, on m'appelle maquisard criminel. Mais si nous n'avions pas été rebelle et maquisard criminel là, il ne serait pas au pouvoir en ce moment. Le président Soro le dit à Mondiovision en haute voix. Donc, des forces militaires, des forces, souvenez-vous que c'est à l'hôtel du Golfe qui met en place les forces armées ivoiriennes. Il le dit comme ça, que les forces nouvelles se fondent dans l'armée régulière de Côte d'Ivoire, mais en fait, il fait le contraire. C'est-à-dire qu'il décapite l'armée régulière ivoirienne, il fait arrêter tous les leaders, et le restant d'hommes et d'officiers qui restent, il les fait fondre dans les forces nouvelles. Donc, l'armée régulière ivoirienne naît à l'hôtel de Golfe, dans un cadre totalement illégal. Donc, il s'est retrouvé dans cette situation-là où ils estimaient que Ngon Koulibaly n'avait pas l'étoffe, n'avait pas le charisme et ne pouvait pas défendre leurs intérêts. Je ne parle même pas d'Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire qu'ils estiment que donc la seule personne véritablement qui peut défendre leurs intérêts, c'est le président Ouattara. Sachant que le président Ouattara va les domestiquer en les nommant à la tête d'unité militaire. Deuxième des choses, je suis d'accord avec le professeur Mathias et le président Banda. Vous ne faites pas ce que vous faites là si vous n'avez pas un certain nombre de soutiens. Et la communauté internationale a compris aujourd'hui, de plus en plus de gens le disent, le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Pourquoi ils le disent? Parce que quand ils regardent la Chine, ils se fondent sur un facteur. La population chinoise se tasse.
par la politique de l'enfant unique. La population chinoise vieillit. La population chinoise va décroître bientôt. Tout le contraire des indicateurs démographiques de l'Afrique. Ça fait donc que véritablement, à la fin de ce siècle, il y aura 40% d'habitants de la Terre qui seront en Afrique. 40%. Et en 2050, on parle d'une Afrique pratiquement à 7 milliards. Ça veut dire enjeu industriel, enjeu en termes de consommation, enjeu en termes de commerce international, enjeu à n'en plus finir. Et là, véritablement, on voit cette communauté internationale se battre en mettant de coutume les us diplomatiques. Regardez l'Italie, comment il s'est adressé à la France. Mais voilà un pays criminel qui pille l'Afrique. C'est pas que les Italiens aimaient en fait les Africains. C'est une façon de se positionner et de pouvoir avoir son gâteau. Regardez comment les États-Unis attaquent la Chine et la Russie sur leur politique en Afrique. Regardez comment ils attaquent. C'est parce que les États-Unis, évidemment, veulent se positionner en Afrique. Je ne parle même pas de la France. Donc, cette communauté internationale-là a intérêt à ne pas perdre, c'est-à-dire les acteurs de cette communauté internationale, de perdre une partie de terrain. Et dans ce cas, la France n'entend pas véritablement céder du terrain en Côte d'Ivoire. Alors quand vous le dites, on se souvient quand même qu'au mois de mars justement, le président français avait félicité par un tweet le président Alassane Dramane Ouattara qu'il a qualifié d'un grand homme d'État, homme de parole. Mais finalement aujourd'hui, qu'ai-je dit? D'accord, ouais, voilà, le président français c'est lui. Français, oui. Tout à fait. D'accord, c'est un lapsus. Merci, président Mandakani. Alors, pour revenir donc à la question, alors comment est-ce qu'il fera aujourd'hui pour rétablir ce qui malheureusement... Mais le président français, par respect pour quand lui... Quand vous dites qu'il n'a pas intérêt, la France n'a pas intérêt à perdre un iota en Côte d'Ivoire. Mais oui, pourquoi? Parce que le président français, c'est un garçon de course de l'oligarchie financière du 440, c'est-à-dire que les puissances de l'argent. Que pèse le président français? Le président français, en fait, est recruté par Rothschild. Il fait toute sa carrière au sein de la banque Rothschild. Il lui dit même, lui, que j'ai gagné beaucoup d'argent. Et puis Rothschild, par son entre-gens, en quelque sorte, le recycle au sein du Parti Socialiste. On en fait le secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et là, il rentre, comment je vais dire, au sein d'un appareil politique et au sein de la gestion de pouvoir. Et on l'amène au ministère de l'économie et des finances, en fait, où il retrouve ses amis du CAC 40. Quel sera donc le rôle de cette Je vais donc plus loin, Bachir, pour expliquer que moi, j'ai lu quelques extraits d'un rapport du Sénat français. C'est-à-dire ce qu'on appelle en fait une note d'information. Les Africains, eux, véritablement, ils ne veulent pas lire. C'est un rapport de 500 pages. Nos patriotes amis m'ont dit, monsieur Tatsinda, on va vous le faire parvenir avec les USB. Ce rapport. Le président Banda me dit que le rapport est déjà là. Donc, je lis le rapport. C'est clair. Ce rapport explique comment est-ce que la France doit faire pour gagner et maintenir ses positions en Afrique. Il explique clairement. Et c'est un rapport, comment je vais dire, d'information. C'est pas un rapport, en fait, où il faut le porter en assemblée plénière et le faire voter. C'est-à-dire que tous les partis politiques en France qui sont présents au Sénat doivent vendre ça. Tous sont d'accord là-dessus. Que voilà ce qu'il faut faire. On va même jusqu'à dire qu'il faut de plus en plus avoir un discours de vérité. Assumer les crimes de la France. Le rapport là le dit, qu'on aura de plus en plus de difficultés. Sauf que dans cette bataille, en quelque sorte, pour conquérir l'Afrique et conserver des crapuleries comme celle de M. Ouattara, il y a un auteur, la Chine. La Chine aujourd'hui, c'est 40% de la dette africaine. Donc c'est le pays, non seulement qui peut les gêner dans cette bataille-là, et surtout qui peut effrayer la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Question, pourquoi l'ambassadeur de Chine ne se prononce pas sur la question ivoirienne? En 2010, les rapports n'étaient pas pareils. Aujourd'hui, la Chine, c'est 40%. Donc, dans cette bataille-là, où les mêmes acteurs reviennent pour imposer encore le même acteur, je vous rappelle même qu'on prépare son remplaçant. Je vous donne le nom de son remplaçant. Tidjaï, Thiam Tidjaï. Vous savez qu'il a fait un discours. On savait pas au fil de quoi. Ça a un discours qui paie. Voilà la personne, ancien banquier. Aujourd'hui, comment je vais dire qu'il travaille dans un groupe, je vais retrouver le nom, qui est numéro 3 du groupe du luxe dans le monde. Donc, c'est la personne, quand M. Ouattara ne va plus les intéresser, on va le faire tomber même simplement par, comment je vais dire, les restrictions de prêt du Fonds monétaire international. On va recycler par M. Thiam. Donc, vous voyez donc qu'à partir de là, ayant donc ces acteurs-là, nous disons aux Ivoiriens que le rapport de force, M. Ouattara n'est qu'un lampiste, ce n'est qu'un paillasson. Voilà
contre qui le président Gbagbo et les patriotes ivoiriens se battent. Ils se battent contre la France, ils se battent contre l'Union européenne, ils se battent contre l'oligarchie du CAC 40. Et en ça, moi, je privilégie toujours, entre guillemets, pour amener en termes de rapport de force sur le plan intérieur, M. Ouattara a négocié, j'ai tendance à dire que ouais, il faille peut-être lancer un mot d'ordre de désobéissance civile. Pourquoi? Parce qu'on épargne des vies. On épargne, comment je vais dire que comment je vais dire, de détruire cette belle ville qui est Abidjan. Et en même temps, il faut se méfier parce que M. Ouattara a 50 000 microbes. Il va infiltrer les manifestations et il va causer un carnage. Et cette communauté internationale va avoir un ressort pour expliquer justement que c'est contrairement à ce que le président Banda a dit, ce qui est vrai, la seule responsabilité aujourd'hui des crimes et d'une guerre civile en Côte d'Ivoire sera de celle de M. Ouattara. Mais la communauté internationale peut l'utiliser. Ils vont le faire dans la révolution ukrainienne orange, c'est-à-dire qu'ils vont infiltrer, entre guillemets, ce qu'ils appelaient les manifestations orange, en fait, par un certain nombre de personnes qui étaient coachées par des anciens de la CIA et qui vont tirer de la foule. Donc, vous voyez donc qu'on en revient exactement à la crise de 2010 avec les mêmes acteurs qui veulent un passage relativement en force de M. Ouattara et après voir dans quelle mesure même le recycler par quelqu'un d'autre. Et M. Tidjane Thiam est déjà la deuxième figure de cette communauté internationale. Merci Bertrand Tassinda. Alors, président Bandakani, pour arriver aux élections, il faut bien que quelqu'un l'organise et c'est la commission électorale au niveau de la Côte d'Ivoire. Cette commission électorale qui fait l'objet de tous les débats. On parle d'une CEI qui serait favorable à la réélection du président Alassane Dramane Ouattara, ou si ce n'est d'un autre dans la mouvance présidentielle. Mais comment rendre cette commission électorale crédible, président Bandakani? Machi, vous avez l'air de me poser des questions compliquées. Je vais vous renvoyer à ce que j'ai dit pour la Constitution. Et je nous renvoie, parce que votre rôle c'est de poser des questions, à ce que vient de nous dire le ministre Charles Blé Goudé. Je partage ce qu'il a dit totalement sur la question. Il n'y a pas de commission électorale en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on perde du temps. C'est du cinéma. En son temps, en 2010, ils avaient imposé au président Gbagbo a accepté une commission équitable. Mais quand cette commission a voulu faire son travail, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu enlever son président, M. Bakayoko Youssouf, comme ça qu'il l'appelle. On l'a enlevé. L'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis, ils l'ont enlevé, ils l'ont amené à l'étoile du Golfe. Ils l'ont dit que Ouattara a gagné. Bon, vous croyez que les gens qui ont fait ça en 2010 vont venir s'asseoir en 2020, n'est-ce pas? Et parce que le bon Dieu les a visités, et vous mettre une CEI sur place qui va organiser l'élection de Michael Ouattara, le président Ouattara perd de l'élection. Non. Ne perdons pas le temps là-dessus. Il n'y a pas de commission électorale alors nous parlons en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité tous les hommes politiques le disent. À combien de mois d'élection? Mais pourtant, il y a des opposants qui insistent encore. Mais je les encourage. Ils insistent. Je les encourage parce qu'en insistant, ils vont simplement montrer à ceux qui traînent encore à voir qu'est-ce qu'on a en face de nous. Mais vous parlez de quoi? Monsieur le président Ouattara ne peut pas faire mieux en matière de CI. Ce n'est pas sa conception du pouvoir. Mais je pense que la politique a aussi à voir avec la personnalité de ceux qui l'exercent. La personnalité du président Ouattara renseigne suffisamment sur l'idée qu'il a de la politique. C'est clair. Lui, c'est donc vraiment, ne perdons pas le temps là-dessus. Et il est parrainé par les plus grands fraudeurs, n'est-ce pas, que le monde ait connu, la communauté internationale. Parce que, allez lire la charte de l'impérialisme. Ils vous ont dit que quand un régime n'est pas venu de nous, s'il gagne les élections, nous on dit qu'il a perdu. Donc vous connaissez cette histoire-là, non? Donc c'est clair. Donc, cette communauté internationale de fraudeurs électoraux, mais 30 ans vient de vous dire qui est en train de financer l'élection en Côte d'Ivoire. Vous savez, ils ne sont pas en train de voir ce qui se passe à la CI. Ils disent quoi? D'ailleurs, M. Ouattara a appelé l'ONU que revient certifié. Tout à fait. Reviens, refais ce que tu avais fait en 2010. On ensemble vient crédibiliser le crime, comme tu as fait en 2010. Et l'ONU s'est empressée depuis à répondre que non, on est là. Donc, quand vous voyez déjà que ces amis-là, cette communauté internationale est en train de valider, n'est-ce pas, une criminalité électorale dans le cadre de la commission électorale. Vous parlez, de quoi est-ce qu'on parle encore, mon cher Bachir? Moi, tout à l'heure, le professeur qui parlait là comme un maître, je sais de quoi il parle, est revenu sur l'interaction qu'il y a entre la légalité et le légalisme, n'est-ce pas? Et c'est vrai. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, là, celui qui est chargé de juger de la constitutionnalité des candidatures, c'est la Cour constitutionnelle. Bon, Dieu peut faire des miracles, hein, j'y crois. Mais je ne vois pas la Cour constitutionnelle là invalider la candidature de M. Ouattara. Ça, je ne vois pas. Bon, les miracles existent. Moi, j'y crois, le premier, parce que moi, je crois en Dieu. Bon, maintenant,
sauf miracle, je ne vois pas le président de la Cour constitutionnelle invalider la candidature du président Ouattara. Je ne vois pas. Donc, on va valider ça. Et du coup, n'est-ce pas, sa légalité va être acquise, mon cher Bachir. Après, tout à l'heure, moi, je n'ai pas voulu, je vous ai dit que c'est dans la querelle de la Constitution qui permet ou pas un troisième mandat, c'est une affaire d'interprétation. Et quand on parle d'interprétation, c'est le plus fort qui gagne. Dès que le fort dit que j'interprète que c'est ça qui est vrai, par la force, il rend sur l'interprétation légale. Non, moi, je ne veux pas y perdre de temps par rapport à ça. Mon cher Bachir, alors nous parlons en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a acheté déjà tous les généraux de l'armée. Chacun a eu 100 millions. Alors, c'est vrai que à notre niveau, on n'a pas de preuves de ça. Bon, allez vérifier. Très bien, on va vérifier. Allez vérifier. Donc, il les a reçus. Il a partagé l'argent. Il a fait ça avec la justice. Il a reçu tous les magistrats et tout. Chacun a, je crois, peut-être 2 ou 3 millions de francs. Ouais, moi, vous savez, quand il dit mes choses, c'est tout comme ça qu'il parle mes choses, non? Et moi, je prends toujours soin, ouais, d'une chose, de vérifier. Donc, monsieur, pourquoi il fait ça, mon cher Bachir? Pourquoi il fait ça? Donc, vous voyez que quelqu'un prépare à tous les niveaux un passage à force et validé, n'est-ce pas? Parce que ses parents lui ont dit, vas-y, mon cher Bachir. Donc, je ne suis pas, je répète encore, je ne suis pas un pessimiste. Vous comprenez? Qu'est-ce qui est possible en Côte d'Ivoire dans de telles conditions? Moi, je pense que c'est dans le camp même de la criminalité internationale que ça va se jouer. Tout à l'heure, Bertrand a dit qu'il y a un axe qui est intéressant. Vous comprenez, qui est intéressant. C'est-à-dire que, et ça c'est la loi de leur milieu, M. Ouattara le sait très bien. Il sait très bien que dans leur milieu, il n'y a pas d'état d'âme. C'est-à-dire que la communauté internationale, qui est passée maître dans l'art d'exercer la criminalité géopolitique, peut considérer le président Ouattara comme une variable de leur stratégie. Tout à fait. C'est ce que ça veut dire? C'est comme, ok, tu veux gagner, gagne. Gagne. Mais si ça dégénère, nous, on te liquide. Voilà. C'est en ça qu'on peut espérer quelque chose. Parce que je vous ai dit que pour qu'il y ait une condition, les conditions d'une violence généralisée, je le répète, ne sont pas réunies en Côte d'Ivoire sur le plan géopolitique. Ce n'est pas le peuple ivoirien qui fait la violence. Ce n'est pas un peuple violent. Le président Gbagbo ne connaît pas faire la guerre. Lui, il parle et il demande un passeport. Et il n'y a pas aux alentours là un pays qui va aller héberger le président pour dire que vraiment va affronter Ouattara. C'est au moins un pays dans la CEDEAO là qui peut le faire. Il n'y en a pas. Le Nigeria, c'est un problème interne. Le Mali, d'abord, le Sahel est à feu et à sang. Le Mali, le président Ibeka, ses mots de tête, ses cheveux ont blanchi 4 fois. Le président Roch Christian Makaboré, on tue les gens tous les jours dans son pays, le pauvre. Vous voyez ça? Bon, Macky Sall, c'est l'ami du président Ouattara. Le président du Ghana, le président Ouattara était son parrain pendant son investiture. Donc, qui va aller héberger, dit que, bon, que vraiment, je soutiens les patriotes ivoiriens pour qu'ils renversent Ouattara. Non, sur le plan géopolitique, oui, les conditions d'une violence ne sont pas réunies. Oui. Par contre, là où quelque chose peut se passer, c'est là que Bertrand a soulevé, que j'analyse. Pour dire que, et moi, je pense que c'est même ça, que bon, ils vont dire, ok, dans la pure tradition de l'orange qu'on presse, voilà. Ensuite on jette. Bon, comme toi tu t'es arrangé à être le seul maître du jeu ici, ça nous on est ensemble, mais tu es une variable d'ajustement. Si tu réussis ton coup, on est derrière toi. Si ça dégénère, comme on dit au quartier, on te lâche sans état d'âme. C'est pour ça que la carte Tcham est en train de préparer en coulisses. Je l'ai dit il y a 6 mois. Ce nom, je l'ai dit ici il y a 6 mois. Et c'était mon nom d'oiseau. C'est avec vous, une émission ici. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas exclu, mon cher Bachir, que, et d'ailleurs, il y a un enjeu majeur. C'est pas pour rien que l'élection de Trump aux États-Unis, c'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est un enjeu majeur pour le monde entier. Et tous les gens regardent ça. Et M. Ouattara, je l'avais déjà dit ici, c'est l'ami de Hillary Clinton. C'est leur lobby. Bon, Hillary Clinton, les Obama et consorts sont les bons ennemis de M. Trump sur le plan politique. Donc il y a tous ces enjeux-là qui sont clairs. Donc, s'il arrivait, n'est-ce pas, que ça ne soit pas gérable en matière de crédibilité, que bon, oui, tu es passé, mais c'est trop sale, ils vont le liquider, très poliment. Comme il a dit, ils vont lui dire, et comme ils ont fait, d'abord, ça a commencé à la CPI. Vous allez le voir aujourd'hui, Madame Bensouda fait comme si le dossier là, c'est plus moi. Jusqu'à la CPI fait des notes sur Internet, que non, nous avons dit que
c'est à lui de recevoir, qui donne le passeport du président Barbeau. Nous, on a lavé les mains là. Ils ont fait bien ce genre de choses. Comme ça, pour dire que non, ce sont les nègres entre eux. Les nègres entre eux se bouffent. Nous, on est là. Donc, ils peuvent faire des pressions, n'est-ce pas, pour essayer de dire que, bon, ok, quand c'est comme ça. Donc, c'est là où il y a une possibilité. Parce qu'il y a une pression morale énorme, n'est-ce pas? Il y a la bataille que nous avons menée, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette communauté internationale a besoin de se blanchir. Tout à fait. Comme M. Macron avait besoin de venir enlever le franc CFA et dire que c'est l'écho, de venir blanchir le franc CFA, parce que la pression était telle que c'était plus gérable. Et M. Ouattara, la manière dont le président Ouattara a conquis son 3e mandat, ça pue. Sauf que, sans te couper, Oui. Président, la Chine est aujourd'hui un acteur majeur dans les luttes géopolitiques. Et Pékin, dans cette histoire-là, nous n'allons pas continuer à accepter la politique. Je ne me mêle pas de vos affaires. On ne comprend pas Pékin. Bon, ce que je sais, c'est que bon, Pékin ne bouge pas parce que nous on parle ici. Mais bon, on ne fait rien. On ne peut rien attendre. On ne peut rien parler. Donc, tout à l'heure, on vous a parlé. Bertrand vous a dit, Bertrand vous a parlé de la situation de la France. Alors nous parlons. Non, en plus, j'allais oublier mon cher Bachir. Le ministre Bakayoko, comment il est devenu Premier ministre? Dès qu'il a dit, vous connaissez l'histoire de la drogue, on ne revient pas dessus. Et c'est ça les Américains qui ont dit que vous êtes le plus grand vendeur de drogue. À l'issue d'une enquête, qu'on a vu comment ça s'est passé. Lorsque M. Bakayoko a dit enfin que M. le Président allait demander un 3e mandat, vous êtes libre d'être candidat, je demande que vous soyez un candidat en nommé Premier ministre. Et à l'heure actuelle, tout à l'heure, Bertrand parlait de près de 5000 microbes, tous ces gens-là. Mais qui les gère? Toutes les milices opérationnelles, c'est-à-dire que qui sont décidées, c'est-à-dire que qui en réalité sont chargés de maintenir l'ordre, entre guillemets parlons comme ça, sont gérés par qui? M. Bakayoko, il n'a pas d'état d'âme. Et il n'a pas d'état d'âme, d'autant plus que pèse sur lui une épée de Damoclès. Tu ne fais pas le travail, tu n'as pas l'humilité. Je te livre à la DEA pour blanchir notre pays. Bon, entre-temps, tu fais bien le travail, j'ai déjà négocié avec les Américains, on va leur donner ça. Pour que nous couvrions l'affaire là. Et pour ça, Trump s'est fait ça. Trump, c'est quelqu'un qui s'est dealé. C'est un homme d'affaires. Il s'est fait ce genre de transactions pragmatiques, comme il disait dans le milieu, mon cher Bachir. Pour vous dire que, c'est-à-dire, le président Ouattara a eu l'ordre, ses parents lui ont dit vas-y. Alors nous parlons, M. Bachir. Il y a quelques jours, M. Bernard-Henri Lévy, dans un débat en France, M. Bernard-Henri Lévy n'est pas n'importe qui, c'est un illuminatif. Et pas n'importe qui. Il dit qu'il est philosophe, mais il n'est plus qu'un philosophe dans les illuminatifs. Vous connaissez le rôle qu'il a joué en Libye? C'est lui qui a tout organisé en Libye. Il traînait le président Sarkozy, je l'ai appelé président, bon ok, faisons comme ça. Il traînait M. Sarkozy derrière lui comme, ça dit que son chien, parlons comme ça. Il le traînait. Un philosophe avait un tel pouvoir, mon cher Bachir. Ça c'était l'élément en France, au débat. Il a dit, il faut que la France redevienne un empire. Il faut que la France redevienne un empire. Bachir, on ne bâtit pas un empire avec les prières et en souriant, on bâtit un empire en marchant sur du sang, en créant des océans de sang. Lorsque M. Bernard-Henri Lévy le dit, lui qui est quelqu'un c'est-à-dire qui est un fils illuminatiste très influent en France et dans le lobby, n'est-ce pas, de la géopolitique juive dans le monde, quand il vous dit qu'il faut que l'État, la France redevienne un empire, et que Macron vous a dit avant que moi j'ai une conception jupitérienne du pouvoir, allez comprendre dans le langage initiatique ce que veut dire ces deux mots-là, vous allez comprendre ce qu'on prépare. Donc, quand on regarde tout ça, mon cher Bachir, quand les gens ont été capables, hier, M. Chirac a tiré sur le peuple ivoirien, parce que ce peuple protégeait son président dans leur pays. Il a fait tirer sur le peuple ivoirien. Oui. Et après ça, le président Gbagbo a gagné l'élection. On a massacré son peuple lui-même pour l'enlever du pouvoir et aller le placer à la CPI, mon cher Bachir. Quand les gens ont fait ça hier, je suis sûr qu'ils sont prêts à faire pire pour passer. Très bien. Merci, président Bandakani. Alors, messieurs, on va prendre quelques appels. Et on revient faire un dernier ou avant-dernier tour de table, en commençant bien sûr par Yaoundé avec le professeur Mathias Erikona Nguignion. Alors, avec Delphin également, il me semble qu'il y a un petit souci.
Alors le standard va régler tout ça, ça nous permet de faire avancer le débat justement. Professeur Mathias Eric Corona Nguini à Yaoundé, on a écouté vos prédécesseurs sur la question de l'implication de la communauté internationale dans le cas ivoirien. Alors d'habitude on sait quand même que cette communauté internationale, quand il y a des situations comme celle-ci, elle se prononce très rapidement pour le plus souvent demander le respect de la légalité constitutionnelle. Alors jusqu'ici elle ne s'est pas prononcée sur le cas de la Côte d'Ivoire. Comment faut-il interpréter ce silence? Un silence coupable ou tout simplement ils observent pour voir et intervenir le moment venu? Pas polémiquer, disons simplement un silence de connivence. En réalité, le président Alassane Dramane Ouattara est un homme de l'establishment global libéral, néolibéral. Donc, les centres du pouvoir mondial le soutiennent et il peut se permettre des choses que d'autres dirigeants ne se permettraient pas. Le problème avec cet establishment qui est au cœur de la politique mondiale et du système monde, c'est qu'il fonctionne sur une éthique à géométrie variable. Selon que cet establishment aime ou pas un dirigeant, on se montre plus ou moins sévère avec lui. Vous avez vu tout le matraquage qu'il y a eu autour du président Joseph Kabila pour lui dire qu'il ne devait pas se présenter. On a fait toutes les pressions imaginables parce qu'on croyait effectivement qu'il ferait preuve de la roublardise que déploie aujourd'hui le président ivoirien. Pourtant, le président Kabila a tenu sa promesse, mais jusque-là, comme ce ne sont pas les poulains de cet establishment qui ont été consacrés, ils ont fait la moue face à la forme d'alternance qui a été établie en RDC, même si elle n'est évidemment pas parfaite. Donc, ce silence révèle les connivences qui peuvent permettre d'ailleurs au président Ouattara de faire ce qu'il fait. Et d'une certaine manière, le président Ouattara a bien payé son ticket de candidature en entrant dans la manœuvre qui a consisté à déstabiliser le processus de construction de l'ECO par la CEDEAO pour lui substituer un ECO qui en réalité n'est que le franc CFA réhabillé. Et à partir de ce moment, en fait, il se donnait les moyens de pouvoir opérer ce qui se passe à l'heure actuelle. Cela dit, l'histoire a des points qui sont difficiles à sonder. Si le rapport de force, notamment au plan militaro-sécuritaire, est largement en faveur du pouvoir ivoirien, les données de l'histoire du pays peuvent se retourner contre ce pouvoir. Au cœur même de ce système militaro-sécuritaire qui a plusieurs strates, en fonction de la dynamique de la situation, les choses peuvent rapidement tourner si le jeu devient violent et le jeu devient insurrectionnel. Et il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas que les gens soient naïfs. Les choses ne vont pas se passer en Côte d'Ivoire de manière lisse. Même si le pouvoir peut s'imposer, il y aura des secousses. Et ces secousses peuvent même être très fortes parce qu'en réalité, même si la politique ne se limite pas à la morale ni à l'éthique, il y a quand même des zones d'éthique et de morale qui se jouent en politique. Le président Ouattara, en fait, a créé cette crise au sein même du bloc oufouettiste en ne tenant pas ses promesses de devoir, avec son parti, le RDR-HDP, soutenir un candidat venant de notre parti, de l'ancien RHDP qui a depuis explosé, notamment un candidat du PDCI lors de cette élection présidentielle de 2020. Il n'a pas non plus, si on en croit Guillaume Soro, respecté le deal qu'ils avaient. Faire une carrière sur le reniement, à un moment donné, ça peut poser des problèmes et un pays peut en pâtir. Et j'indiquerai quelque chose sur le plan symbolique pour finir. La Côte d'Ivoire porte la malédiction du bélier. C'est quoi la malédiction du bélier? C'est la manière dont la gestion de la succession du président Houphouët-Boigny s'est jouée. Et c'est cette succession qui en réalité continue à structurer la Côte d'Ivoire et qui la livre souvent à des moments extrêmement critiques. Et cette élection présidentielle de 2020 peut être particulièrement critique parce que
le poison des ambitions et l'effet du reniement des trahisons se sont fortement introduits dans le milieu central de l'oufouettisme. Et ça veut dire qu'en dehors même des autres pôles politiques, il y a une disposition qui peut devenir très, très, très conflictogène. Et nous retenons cette malédiction du bélier. Merci, professeur. Voilà, on va retourner un tout petit peu au standard. On me fait savoir que tout est bien réglé de ce côté-là. Et bien sûr, un appel de la Côte d'Ivoire, c'est M. Kwasi, me dit-on. Bonsoir, M. Kwasi. Voilà, Kwasi est parti et Delphin nous revient. Alors, Delphin, j'espère que cette fois, c'est la bonne. On vous écoute, cher ami. Mon cher Bachir, c'était de ma faute. Mon téléphone a eu quelques petits soucis. Donc, j'étais en train de dire, je vais une fois de plus essayer d'être bref. J'espère que mes chers grands frères, Bandakani et Tatsinda, ne m'en voudront pas. Parce qu'aujourd'hui, ma palme d'or va vraiment à Monsieur Owona, qui a dit exactement tout ce que je pense. Je vous félicite, Monsieur Owona. Vous avez marqué une chose, moi, qui me peine pour ma part. Il y a une forme d'immaturité dans la classe politique ivoirienne. Et j'ai envie de dire, dans l'ensemble de la zone CFA. Parce que tout a été dit, je ne vais pas revenir là-dessus. La manière dont M. Ouattara arrive au pouvoir, en toute franchise, je vais essayer d'être poli ce soir. Si cela avait été entrepris au Burundi, je vous garantis que M. Ouattara, et notez bien que je l'appelle M. Ouattara pour rester, on va dire, respectable, il serait en prison aujourd'hui. Il serait en prison. C'est pour cela que j'encourage M. Blé-Goudé, que je salue aussi. Tout ce qu'il a dit est juste. Les Ivoiriens doivent d'abord calmer, apaiser leur société et ne pas à nouveau verser le sang de pauvres innocents et ensuite récupérer leur pays de façon légale et à terme casser ce phénomène qui veut que ces gens, que d'aucuns considèrent comme des démocrates, qui pour ma part sont des tocards, certes bien habillés, reviennent encore une fois assassiner des Africains, et en l'occurrence, dans le cas qui nous occupe ce soir, la Côte d'Ivoire. Pour sortir, je dirais que moi, par exemple, qui envisage une activité politique sur le continent, notamment dans mon Burundi natal, je ne retiens alors définitivement pas M. Ouattara comme un modèle à suivre. Et je puis vous garantir que de nombreux Burundais, Rwandais, Ougandais, Tanzaniens pensent comme moi. Voilà, je ne vais pas monopoliser le micro. Je souhaite bonne chance à la Côte d'Ivoire, bonne chance à la CEDEAO, Afrique Média, le monde c'est nous, la lutte continue. Voilà, merci à vous, cher Delphin, pour cet appel depuis Gitega au Burundi. Et dans la même lancée, messieurs, vous avez le salut du général Bao, Milé Claude Mramdio, donc, qui, vous le savez, n'est plus au Cameroun. Il a quitté le Cameroun et il vous salue tous. Et je prends un autre appelant et celui-là, il nous appelle des États-Unis. Bonsoir, cher ami. Et vous l'avez d'ailleurs rappelé, vous également, les Ivoiriens sont un peuple pacifique et c'est très important de le noter. Monsieur Peters, bonsoir, cher ami, depuis l'Écosse. Bonsoir à vos invités, Mr. Bertrand Tassinda, Mr. Bandakani et puis le Dr. Owona. Je ne sais pas si c'est docteur, je me suis trompé, mais je sais qu'il a fait un très bon développement qui rejoint un peu ce que je voulais dire sur le sujet d'aujourd'hui. Parce que pour moi, je vois ça d'un point de vue géostratégique, géopolitique. À partir du moment où la France se trouve aujourd'hui dans une équation différentielle. Alors, ce n'est pas bon, hein, va-t-on dire, la qualité d'écoute avec notre ami, je crois, c'est Charles qui revenait des Pays-Bas. C'est pas grave, c'est un sujet qui reviendra dans les prochaines éditions. Bertrand Tatsinda, la parole est à vous. Ensuite, nous la donnerons au président Bandakani. Oui, Bachir, il y a un certain type de profil, en fait, de candidat que la communauté internationale impose à la Côte d'Ivoire. Et c'est aussi à la base des problèmes. Parce que quand vous voyez ceux qui auraient pu, à qui même M. Ouattara, encore une fois de plus, a trompé. Prenez le cas d'un cas blanc d'un camp. Le même parcours que M. Ouattara. Il a été cadre au ministère de l'économie en Côte d'Ivoire.
Il a été au Fonds monétaire international. Les gens ne le savent pas. M. Kamblan-Dukan a été au Fonds monétaire international. Il a été à la BDCAO. Il s'est retrouvé au ministère de l'économie. Il a eu un problème, en fait, une disgrâce du président Houphouët, parce que le président Houphouët va le nommer à la tête de ce qui était à leur époque la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et le président Houphouët va faire gérer une partie du patrimoine ivoirien et du patrimoine de cette entreprise-là par la femme de M. Ouattara aujourd'hui. Oui. Et M. Kamblan-Dukan va expliquer qu'il faut en fait une résolution du conseil d'administration. Et l'information va fuiter, ça va se retrouver dans le canard enchaîné. Il va être viré. Donc, il sera repris au sein de la BDCAO, en fait, sous, comment je vais dire, proposition du président, en fait, Ouattara au président Houphouët. Donc, vous voyez pratiquement les mêmes profils. Et nous n'avons même pas suffisamment analysé sa démission, qui était en quelque sorte, dit-on, une promesse du président Ouattara de dire que, écoute, comme en 2020, je ne vais plus me représenter, la Constitution ne permet plus de me représenter, eh bien, tu as le bon profil. Ce qui serait intéressant, c'est que on amorce cette réforme constitutionnelle, tu en es le vice-président, je peux démissionner 1 an avant, tu assures l'intérim et tu te présentes. Dit-on que c'est ce deal-là aussi qui aurait capoté. Vous voyez qu'il a, non seulement, il est pas seulement boulanger, on l'appelle restaurateur en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que c'est un restaurateur. Vous voyez les Mabri Touaqueuses, les Marcel à Montanon sont allés dans son restaurant, ils en sortent tous à moitié rassasiés et vexés. Donc voilà donc la situation en Côte d'Ivoire. Donc Bachir, une fois de plus, dernière des choses, on nous a vanté cette Côte d'Ivoire. Vous voyez ceux qui sont en train de financer le processus. Ouattara va faire même ce qu'on n'a jamais fait dans le monde. On dira qu'il a atteint une croissance à 3 chiffres. C'est-à-dire il va battre la croissance, il va arriver à la croissance à 3 chiffres. 2 chiffres, on va rester. La croissance Bachir, à 2 chiffres, oui. Bachir, oui. Comment est-ce qu'il n'arrive pas, où est parti l'argent de la croissance quand on voit le niveau de vie en Côte d'Ivoire? Il n'y a plus d'argent, les caisses sont vides. Et c'est cette communauté internationale qui finance. Je vous rappelle qu'il y a eu un coup d'État quand même en 1999 en Côte d'Ivoire. Et on va faire pression sur le pouvoir militaire de mener la transition par un gouvernement d'union nationale et d'aller aux élections. Mais il y a quand même eu un jeune ministre du budget qui va organiser 3 élections, alors que la Côte d'Ivoire était déjà sous sanctions internationales. Mamadou Koulibaly. Ben, je ne vote pas pour Mamadou Koulibaly, mais tout ce qu'il dit n'est pas idiot. Sur le franc CFA, il a des positions qui sont intelligentes. D'ailleurs, c'est un économiste sérieux, M. Mamadou Koulibaly. Il va organiser un référendum, une élection pratiquement présidentielle, c'est-à-dire il va le financer. Le président, il va trouver les ressources. Mais vous avez une croissance à 2 chiffres. Vous avez beaucoup d'argent. Cette oligarchie-là, qui est aussi propriétaire de tous les journaux. Vous savez qu'en France, tous les grands journaux, les Échos par exemple, le journal financier économique en France est détenu par M. Arnaud, la première fortune de France. Vous avez le Monde, Libération, la télévision de la TNT, Bolloré, eh bien, ils vont vanter la croissance économique de M. Ouattara. Mais regardez la situation économique du pays. Moi, je veux même lire un courrier confidentiel dans ce qu'on a appelé, en fait, le monde confidentiel. M. Ouattara négocie un eurobond. C'est-à-dire, à 4 mois de son départ du pouvoir, il négocie un eurobond. Un eurobond, c'est à peu près 600 milliards de francs CFA. Et vous savez qui l'avait mandaté pour, en quelque sorte, préparer un consortium bancaire pour vendre cet argent à la Côte d'Ivoire? Rothschild. Donc vous voyez que vous avez des groupes d'intérêts qui n'ont rien à foutre de M. Ouattara. C'est comme le président Banda disait, il faut qu'ils ne perdent pas un iota de leur position en Afrique. M. Ouattara doit passer au prix du sang et après on le liquide. Et véritablement, M. Tidjane Thiam, dont je disais qui est administrateur du groupe Kering, numéro 3 du luxe, qui est ancien banquier de la Générale du Crédit Suisse, effectivement, est déjà l'alternative en quelque sorte pour eux. Très bien. Merci Bertrand Tassinda. Président Bandakani, on a 2 minutes, malheureusement vais-je dire. Alors tout à l'heure vous parliez d'une Côte d'Ivoire où bien qu'il faille craindre le pire, mais vous nous dites que les ingrédients ne sont pas réunis pour que cela aille, du moins sur le plan géopolitique. L'explication c'est pas compliqué. Oui. C'est-à-dire pour qu'il y ait une guerre civile une guerre en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait en face 2 armées. Sous Barbeau, il y avait 2 armées. Il y avait l'armée régulière du pays et l'armée de la communauté internationale qu'on avait appelée rébellion, organisée par l'ONU, la tout ce que vous savez. Donc ça aboutit à ce que je suis en train de vous dire. Si les populations vont dans la rue, elles ne sont pas armées. Vous voyez, c'est soit elles réussissent, soit on les massacre. Or, moi j'ai appris dans l'histoire qu'on descend le président Ouattara et ceux, n'est-ce pas, qui le parrainent, ils s'en fichent. Ils
ils aiment même les océans de sang. Ça leur permet de faire leur rituel magique. Quand ils boivent le sang, ça ne les dérange pas. Oui, ne riez pas, monsieur Bachir. Il y a des exemples, non? Ils ne marchent pas, ce n'est pas un problème pour eux. Donc c'est de ça que je parle. Mais ça ne veut pas dire, et là je rejoins le professeur Mathias Oulangini, il y a beaucoup de, même dans l'armée, voilà actuellement, il y a beaucoup de dissensions à l'intérieur. Oui. Ça je vous le dis, j'ai des confidences, il y a beaucoup de dissensions à l'intérieur. C'est une armée d'abord qui est émiettée, n'est-ce pas? Il y a une coexistence des groupes réguliers, historiques qui étaient liés au président Gbagbo. Bref, l'armée régulière de Côte d'Ivoire, on y a mêlé les rebelles qu'on a habillés en officiers. Ils n'ont aucune formation pour ça. Maintenant, vous avez des groupes opérationnels qui sont liés directement au président et à sa sécurité. Vous avez des groupes opérationnels sur la main de Bakayoko. C'est compliqué, des ordres se croisent, se décroisent. Donc, tout ça font que, même si aujourd'hui l'armée n'est pas d'accord, mon cher Bachir, mais il faudra non simplement qu'elle trouve une organisation opérationnel, mais en plus que le 43e BIMA l'espère. Voilà. 43e BIMA. Ils sont là pourquoi? Tout à l'heure, Peter a dit un truc qui est très important. Que les Français sont en train de dire aux Ivoiriens que votre pays ne vous appartient pas. Ça s'appelle le colonialisme global. On a arraché la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Je l'ai dit depuis très longtemps. Ils ne sont pas prêts à remettre. Ils sont prêts à tout pour ne pas remettre. Mais le professeur Oulangini a dit une chose. L'histoire... Aucun homme sur terre ne maîtrise l'histoire. J'ai appris une chose en lisant l'histoire. Lorsque tu crois que tu maîtrises tout, que le détail de trop t'échappe. Le détail de trop t'échappe et tout s'écroule. Il y a un détail qui est en train d'échapper au président Ouattara. Il n'avait pas prévu ce scénario comme ça. Il n'avait pas prévu ça comme ça doit se passer là. D'abord, ils n'ont pas prévu que le président Gbagbo allait être innocenté à la CPI. Ils n'avaient pas prévu ça. Ils n'ont pas prévu qu'il y aurait une telle conscientisation en Afrique au point où personne n'accorderait plus aucun respect au sens du mot à un monsieur comme le président Ouattara et ceux qui le parrainent. Tout le monde, c'est des gens qui existent par la force, ils n'ont pas de morale et tout et tout. Ils n'ont pas prévu ces changements brusques au plan géopolitique dans le monde. Qu'à cause du Covid, il y a une accélération, mon cher Bachir. Tout ça, c'est pas maîtrisable. Hein? Même Macron ne maîtrise rien dans le monde. Tout ça, c'est pas maîtrisable. Même les Rothschild, qui ont longtemps donné le monde, sont aujourd'hui dans une situation très compliquée. Vous n'avez qu'à voir les méthodes qu'ils utilisent pour essayer de gagner aux États-Unis. Où on fait une campagne, Biden ne sort pas. C'est-à-dire, on crée le Covid, le gouverneur démocrate prolonge, n'est-ce pas, le confinement, justement pour qu'il n'y ait pas de débat, pour bloquer l'élection, mon cher Bachir. On fabrique des émeutes, tout ça est consort. Pourquoi? Parce que ces gens-là, il y a une incertitude, vous comprenez. Donc je dis donc que, quand les puissants du moment croient qu'ils ont tout arrangé, c'est là où souvent Dieu, le vrai, sort une carte. Sort une carte que les patriotes ivoiriens ne désespèrent pas. Ils récupéreront le pays. Merci, Président Bandakani. Professeur Mathias Eric Oulangini, avec vous, nous sortons définitivement de cette émission. Et notre question, justement, elle nous ramène aussi à tout ce qui a pu se passer pendant la période post-électorale 2010-2011. Aujourd'hui, on se retrouve à une période préélectorale qui s'annonce comme une crise. Alors, dans ce cas, quel avenir pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Pour la réconciliation dépendra des acteurs. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, tous les acteurs ne sont pas disposés à la réconciliation. Le groupe gouvernant estime qu'avec le contrôle qu'il a des institutions étatiques, cela sera suffisant à assurer sa reconduction. Il sous-estime les fractures qui existent dans le pays. D'autres acteurs veulent la réconciliation, mais ce sont précisément ces acteurs-là qui ont été marginalisés dans le jeu. Je pense qu'on aurait eu une situation moins chrysogène si le président Ouattara avait eu l'élégance de laisser dans le jeu ses rivaux tels que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ou Guillaume Soro. Parce que là, il aurait montré que ses succès électoraux en 2010 et en 2015 étaient fondés sur des éléments objectifs. Mais le seul fait, 10 ans plus tard, de tout faire pour exclure Laurent Gbagbo du jeu serait peut-être révélateur d'un inconscient sur le véritable vainqueur
de l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. Et j'ai bien peur que la malédiction du bélier fasse une grande victime. Vous saurez laquelle quand l'heure sera venue. Alors, Mathias Eric Oona Nguini, merci à vous et à toute l'équipe qui vous a bien sûr encadré du côté de Yaoundé. Il faut dire que des manifestations sporadiques ont éclaté ce jeudi à Abidjan et dans ses environs pour protester contre la candidature à un troisième mandat du président ivoirien Alassane Ouattara. La situation politique reste tendue en Côte d'Ivoire depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.